été plusieurs centaines à vous inscrire très rapidement. Merci beaucoup. Et voilà, du coup, rapidement, pour rappel, cette conférence, elle est organisée par l'Observatoire international des prisons, l'OIP. Et du coup, l'OIP, c'est une asso qui défend les droits des personnes détenues et qui milite pour un moindre recours à l'incarcération. Du coup, on a plusieurs axes de travail. Un axe d'observation, un axe d'enquête, d'alerte sur les violations des droits de l'homme en prison, un travail de contentieux pour arriver à faire rentrer le droit dans cette zone de non-droit qu'est la prison, et un travail d'analyse et de plaidoyer sur des thématiques précises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise souvent des événements de formation et de sensibilisation, comme la conférence de ce soir. Voilà, du coup, après, en termes de fonctionnement et de financement, je voulais juste préciser rapidement que l'OIP repose essentiellement sur des dons, puisque le secteur public a vraiment drastiquement réduit ses subventions ces dernières années. Et plus que jamais, vos dons ils sont essentiels pour nous permettre de continuer à proposer des événements gratuits comme ce soir. Et je profite surtout de cette occasion pour vous dire que dans 15 jours, on va sortir une nouvelle édition de notre guide du prisonnier, entièrement remis à jour. Et voilà, ce guide, c'est un outil unique pour défendre et faire avancer le droit en prison, qui est destiné principalement aux personnes détenues, mais aussi à leurs proches, aux professions judiciaires, aux intervenants au milieu carcéral et à tous les citoyens s'interrogeant sur les droits de l'homme en prison. Il est disponible en précommande sur notre site internet. Et voilà. Et je voulais surtout préciser que l'OIP l'envoie gratuitement à toutes les personnes détenues qui en font la demande. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir cette démarche, à faire un don à l'OIP. Et voilà, je vais copier-coller le lien dans l'outil Conversé. Voilà, ça, c'était le moment auto-promo qui nous a un peu imposé par notre situation financière. J'en suis désolée. Et pour revenir au sujet qui nous occupe ce soir, du coup, on a le plaisir d'avoir 4 intervenants qu'on remercie vivement d'être présents. Du coup, il y a Arnaud Gaillard, qui est sociologue et dont les travaux ont porté sur la sécurité en détention. Valérie Bourdin, de l'Association de lutte contre le sida, qui abordera les sujets de réduction des risques. Lydia, qui, si elle arrive à nous rejoindre à l'audio, qui entend... Je suis là. C'est formidable. Et qui a eu elle-même à subir une période d'incarcération, connaît bien tous ces enjeux et a accepté de nous en parler. Et Audrey Hugin, qui est sociologue chercheuse et qui travaille notamment sur les questions des femmes de détenus. Donc du coup, on a un panel hyper varié et complet. Et du coup, comment ça va se passer concrètement? La conférence, elle aura lieu en 2 temps. On aura une première partie de 30 minutes environ, où Arnaud Gaillard et Valérie Bourdin vont parler. Et là, on aura un premier temps de questions-réponses de 15 minutes environ. Et du coup, il y aura après la deuxième partie de la conférence, avec un échange entre Lydia et Audrey Hugin de 30 minutes également, avec 15 minutes de questions-réponses. Et on va introduire la lecture, on va introduire chaque partie par la lecture de brefs témoignages reçus à l'OIP. Voilà, comme vous êtes très très nombreux, pour les questions, on va procéder exclusivement par écrit. Et du coup, vous pouvez poser vos questions dans l'outil Q&R, questions et réponses, qui apparaît en bas de la vidéo centrée normalement. Et du coup, on a avec nous Coralie et Ariane qui sont de l'OIP et qui vont compiler vos questions et les afficheront le moment venu. Voilà, si possible, merci de préciser à qui vous souhaitez adresser votre question, à quel intervenant. Et voilà, et je vous rappelle que, sauf souci technique, cette conférence sera enregistrée, diffusée et mise en ligne. Voilà, du coup, je laisse la parole à Sarah, qui va nous lire le premier témoignage, et puis ensuite à Arnaud. Tout le monde sait que je suis homosexuelle quand j'arrive dans une prison. C'est simple, lorsqu'un détenu me pose la question, je réponds par l'affirmative. On m'entend? Oui, mais il y a un petit écho. Désolée. Je pense qu'il faut que tous les conférenciers coupent leur micro, qu'il n'y ait que Sarah qui parle en fait. Tout le monde sait que je suis homosexuelle quand j'arrive dans une prison. C'est simple, lorsqu'un détenu me pose la question, je réponds par l'affirmative. Quand j'étais adolescent, je courbais l'échine. Cela n'a servi à rien. Arrivé jeune en détention, j'ai décidé de relever la tête, tout en sachant que la prison était un milieu très homophobe. C'était en 1980. Dans ce monde machiste où les hommes sont en manque, les homosexuels, accusés d'avoir des rapports sexuels sans contrainte, suscitent la jalousie. Plus grave pour eux, mes pratiques font de moi un pervers qui ridiculise la condition de mâle. Les homosexuels qui s'affichent sont considérés comme étant génétiquement des putes. On nous appelle d'ailleurs tapins. Et pour beaucoup de détenus, PD et pointeurs, c'est-à-dire condamnés pour infraction à caractère sexuel, c'est pareil. Les violences que j'ai subies ont toujours été l'œuvre d'une minorité, mais d'une minorité agissante. Quelquefois, ils reconnaissaient que j'avais du courage et me laissaient tranquille. Mais la plupart des détenus m'ignoraient. Soit parce que ça leur était égal que je sois homosexuelle, soit parce qu'ils avaient la trouille d'être catalogués amis de PD. De rares personnes acceptaient de me parler, mais subissaient aussi des pressions de la part des autres détenus. Certains me laissaient tomber, ne voulaient pas se mettre en danger. Être homosexuel assumé en détention, c'est souvent être seul. Cette situation ne m'a pas empêché d'avoir des relations en détention. Je n'ai jamais été sanctionnée ni placée à l'isolement pour ce motif. Les personnels pénitentiaires m'ont simplement conseillé
de faire attention. Les rapports sexuels sont moins faciles qu'à l'extérieur. Les éventuels partenaires ont souvent peur et j'ai du mal à l'accepter. On se masturbe davantage car quelquefois, le partenaire renonce à faire l'amour par peur. Les choses se font alors là où l'opportunité se présente. J'ai pu avoir un rapport dans un gymnase vide ou encore dans une salle de classe déserte. Baiser à la va-vite, comme je l'ai souvent fait, avec la peur au ventre lorsque des détenus hostiles rôdent, ce n'est pas l'idéal. En détention, beaucoup d'hommes ayant des relations homosexuelles refusent d'être sodomisés. Ils veulent être sucés ou sodomisés eux-mêmes. Ils culpabilisent moins comme cela. Certains m'ont dit « Tu sais, je ne suis pas homosexuel car moi je ne me fais pas enculer ». Ce sont de véritables symboles du machisme, très dominateurs. L'idée de se faire pénétrer comme une femme serait insoutenable pour eux. Ils s'écrouleraient. Merci beaucoup Sarah pour ce témoignage du coup, qui a été reçu à l'OIP. Et du coup, Arnaud, si tu veux commencer, c'est à toi. Alors Arnaud, avec ton micro activé, ça sera mieux. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Ce témoignage n'est pas, évidemment, est assez proche de ce que je vais pouvoir vous raconter, en fait, c'est-à-dire de ce que j'ai pu observer. La majeure partie des informations que je vais vous délivrer ce soir, en fait, sont issues d'une recherche que j'ai effectuée. Ça fait un moment maintenant, c'est-à-dire que ça ne dit pas que les choses ont diamétralement changé depuis, mais il y a des évolutions, parce qu'il y a des évolutions à l'intérieur de la prison qui sont aussi issues des évolutions à l'extérieur de la prison, même si les murs d'enceinte créent un filtre colossal et on ne peut pas dire que la vie en société à l'intérieur soit identique à l'extérieur, mais malgré tout, il y a des évolutions qui ont été celles de l'UVF par exemple, mais qui sont aussi des évolutions sociétales et des formes de tolérance qui existent dans la société du dehors, qui pénètrent à petite dose la société du dedans. Alors, la première chose que je voulais dire par rapport à ce sujet qui est la sexualité en prison, le premier facteur qui me vient à l'esprit et que je suppose vous avez en tête, c'est le fait qu'il s'agit avant tout d'une privation, en fait. C'est-à-dire que ma langue a fourché, je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est qu'il y a un mécanisme de rupture dès l'instant où on est incarcéré entre la vie du dehors et la vie du dedans. Il y a beaucoup de ruptures. Les ruptures portent sur beaucoup de domaines, mais notamment sur la dimension sexuelle. Et quand je dis sur la dimension sexuelle, c'est pas forcément sur la dimension sexuelle dans le sens du sexe pratiqué, mais dans la dimension sexuelle qui sont toutes ces activités sexuelles secondaires, collatérales, que peuvent être par exemple la séduction, c'est-à-dire comment un individu nous renvoie une propre image de soi à travers toutes les sociabilités, tout l'érotisme de la sociabilité que nous avons dans la vie du dehors, en fait. Donc le premier phénomène, c'est évidemment le phénomène de la privation qui intervient comme une rupture assez violente parce que ce n'est pas forcément à ça que vont penser les personnes quand ils vont rentrer en prison. Et pour la bonne raison, c'est que, et ça pose un problème sur la manière dont est vécue cette privation, c'est que la prison est, d'un point de vue légal, est une punition qui s'appuie sur la privation d'aller et de venir. Et la privation des relations sexuelles ou la privation de tout l'érotisme qui entoure la relation sexuelle est vécu plutôt comme une punition surajoutée à la liberté, à la privation de la liberté d'aller et de venir, et donc une punition parfaitement injuste qui est relativement peu comprise, mal comprise par les personnes détenues, surtout chez les hommes. Et je vais souvent faire une différence entre la manière dont c'est vécu chez les hommes et chez les femmes, c'est assez différent. Et cette punition mal comprise est un peu considérée comme une injustice qui fait se développer, principalement chez les longues peines, c'est les longues peines que j'ai étudiées, moi je ne parle pas évidemment des maisons d'arrêt, mais fait se développer une sorte de colère contre l'institution et donc contre la société qui la mandate. L'autre paramètre principal majeur, en tous les cas, auquel on doit penser si on réfléchit à la sexualité en prison, c'est que la prison est un univers monosexué, qu'on n'a pas choisi comme tel. Alors on va dire que c'est moins le cas aujourd'hui puisque du fait de la non-discrimination dans la répartition des postes, notamment dans la fonction publique, il y a de plus en plus de surveillantes femmes qui sont également positionnées en détention homme ou de surveillants hommes qui étaient déjà en détention femme. Donc, on peut dire que l'aspect monosexuel de la prison est un petit peu corrigé. Malgré tout, il y a une scission, une hiérarchie en prison qui fait que
on n'est évidemment pas supposé, comme vous devez bien l'imaginer, entrer dans une communication érotique et dans des pratiques sexuelles avec le personnel de surveillance ou de direction ou les personnels social ou le personnel médical. Donc, on peut quand même dire que dans cet environnement social que constitue la détention pour les personnes détenues, eh bien, il y a tout d'un coup l'imposition d'un mécanisme monosexué qui change beaucoup, évidemment, de l'extérieur. Alors, l'intérêt de cette question de la sexualité en prison est évidemment très étroitement connecté avec la durée de détention, parce que pour les personnes qui vont aller 2 mois ou 3 mois en prison, puisque j'ai commencé ce propos en vous parlant de privation, évidemment, être privé pendant 2 ou 3 mois en maison d'arrêt ou dans la vie en général, ça peut être une hospitalisation, ça peut être plein d'autres choses, ou travailler dans un sous-marin, être privé pendant 2 ou 3 mois, on peut supposer que ça ne change pas diamétralement ou drastiquement l'existence. Le problème, c'est davantage pour les longues peines, parce que là, les gens vont être privés sur de longues années et que l'horizon des relations sexuelles est contingenté par cet univers monosexué et par l'impossibilité de la rencontre. Donc, la problématique commence à se poser à partir des longues peines, disons. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas du tout pour les les gens qui sont en maison d'arrêt ou qui sont en maison d'arrêt pour un temps bref, parce qu'il y a aussi en maison d'arrêt des gens qui sont là-bas pour des longues peines. Mais enfin, disons que le problème est étroitement lié avec la durée, évidemment, de la privation. Et que sinon, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement un changement drastique chez les individus. Alors, au-delà de la colère vis-à-vis de l'institution, parmi les effets que je vais aborder brièvement, mais les effets de cette privation, donc les effets de ce vécu de la sexualité en détention des longues peines, il y a évidemment ce qui impacte bien sûr les chances de réinsertion, il y a le sentiment d'une dégradation de soi, un sentiment de régression que je vais détailler quand je vais être un peu moins technique, un peu moins théorique et beaucoup plus pratique par rapport aux expériences que j'ai pu rencontrer, qui m'ont été dites sous la forme d'une narration. Je rencontrais des personnes détenues qui me racontaient leur histoire avec beaucoup de générosité et très peu de tabous. Donc le fait est que le fait d'être soumis à cette sexualité que je vais vous décrire pendant la durée de la détention et en contraste avec la vie du dehors, eh bien, le sentiment, c'est quand même un sentiment de régression, de dégradation. Beaucoup de gens sont contraints à des pratiques qu'ils n'auraient jamais fait au dehors et il faut vivre avec cette nouvelle idée de soi. Et c'est ça, le troisième effet serait une sorte de destruction progressive de l'estime de soi, ce qui n'est pas sans poser de problème lors de la réinsertion, puisque ça vient évidemment entamer tous les dispositifs de resocialisation qui sont à l'œuvre lorsque l'on quitte la prison après de nombreuses années. Et quand on a perdu l'estime de soi, quand on conjugue ça avec une colère vis-à-vis de l'institution, quand on a perdu des relations familiales et humaines et potentiellement amoureuses, bien sûr, et souvent amoureuses également du fait de l'incarcération, ça fait quand même beaucoup de choses à rebâtir quand il s'agit de penser la réinsertion. Alors, le régime de la sexualité en prison, ça paraît un petit peu aberrant, absurde, mais il y a une sorte de grand voile, de tabou autour de cette question, et c'est-à-dire que c'est juste que le régime de la sexualité en prison n'est pas prévu par les textes. Alors c'est un peu moins vrai maintenant qu'il y a les UVF, mais même les UVF, les textes qui proposent les UVF, il s'agit bien d'unités de visite familiale et pas du tout de parloir sexuel comme ça existe dans de nombreux pays. Je pense notamment à la plupart des pays d'Amérique latine, en Espagne depuis très longtemps, dans certains pays d'Amérique du Nord. Il n'a jamais été question en France de créer des parloirs sexuels. Il y avait une sorte d'immoralité dans l'idée d'organiser la sexualité des personnes détenues. Et c'est pour ça d'ailleurs que les textes de loi, c'est-à-dire le nouveau code de procédure pénale qui organise la vie en détention, enfin qui chapeaute dans la hiérarchie des normes la vie en détention, ne mentionne pas la sexualité, sinon par cet article 249.2 alinéa 5, et je vous le lis, constitue une faute disciplinaire de second degré le fait pour un détenu d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur. Voilà, ça paraît, il n'y a même pas le mot sexe n'est pas dans cet article. C'est à partir de cet article que se décline tout le cortège des interdictions et du fait des interdictions, des manières de contourner les interdictions et qui régentent la vie en détention. C'est étonnant, parce qu'on aurait pu penser que le législateur aurait pensé, organisé, aurait posé des mots sur cette privation, mais ça n'est pas le cas.
Alors, pour aller plus, je ne sais pas, excusez-moi, dites-moi depuis combien de temps que je parle, parce que potentiellement, je peux parler pendant 2 heures, évidemment, et or, je n'ai pas 2 heures. Donc, qu'on me mette dans le message le temps qui me reste, ça m'arrangerait. Le fait est que puisque le rapport à la durée de la privation est évidemment un rapport majeur, j'ai voulu distinguer, et vous allez comprendre, et je pense même que vous allez vous classer entre deux catégories, mais j'ai voulu distinguer différents types de besoins sexuels, parce qu'en réalité, si la privation joue, elle ne joue pas de la même manière suivant les individus. La sexualité n'a pas la même consistance pour tout le monde, ce n'est pas le même besoin. Alors, le premier besoin sexuel que j'ai identifié, c'est celui que j'ai qualifié de vital non substituable, c'est-à-dire c'est le besoin des individus hommes ou femmes, pour qui la sexualité et la pratique sexuelle, et a priori à deux ou plus que deux d'ailleurs, est un besoin vital. Il faut absolument, parce que ça ne peut pas s'empêcher, il va falloir absolument trouver le moyen d'avoir des relations sexuelles. Et ces individus, hommes ou femmes en détention, vont trouver le moyen d'avoir des relations sexuelles. Alors, ce n'est pas la majorité des personnes détenues, mais c'est quand même une catégorie de population que l'on rencontre en prison. Et ceux-là vont commettre des méfaits parfois pour pouvoir accéder à leur pratique sexuelle. La seconde catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont le besoin que j'ai qualifié de circonstanciés substituables. C'est-à-dire que ce sont des gens qui potentiellement, lorsque l'occasion est possible, par exemple quand ils sont en couple ou quand ils sont en société du dehors, etc., ils vont avoir une activité sexuelle potentiellement très dense, mais si ça n'est pas possible, si les circonstances ne le permettent pas, eh bien, ils vont tout ce besoin qui est un besoin d'ordre psychique, ils vont le compenser d'une autre manière, et ça peut être par exemple la musculation en prison pour se renarcissiser, mais ils vont trouver le moyen de le composer différemment, disons. Et puis la troisième typologie d'idéotype de besoin sexuel, c'est le besoin modéré annulable, c'est-à-dire ceux qui, dehors ou dedans, ont relativement peu de besoins sexuels, et ces besoins sexuels peuvent bien sûr s'annuler et ne même pas nécessiter de compensation. Donc évidemment que les personnes détenues n'arrivent pas dans une situation d'égalité à ce niveau-là. Alors, mon observation de l'analyse des besoins sexuels en détention, je l'ai fait sous l'angle de la recherche de comment se compose, comment se conjugue l'altérité. Et c'est ça le problème vis-à-vis de la réinsertion d'ailleurs. Dans un premier cas, la première catégorie, c'est pour moi l'altérité manquante, c'est qu'on rentre en prison, on n'a plus son conjoint ou on n'a plus la possibilité de trouver de nouveaux conjoints, surtout quand on est hétérosexuel de pratique, puisque la prison est monosexuée. Et ce besoin, le besoin sexuel ne va pas pouvoir s'exprimer, ça va être très compliqué. Et la seule manière de pouvoir réussir à vivre une sexualité, ça va être l'homoérotisme, ça va être la sexualité, ça va être l'onanisme. Ce qui est difficile, évidemment, notamment quand on est plusieurs en cellule. Ça fait que la prison se transformait à l'époque des films pornographiques sur Canal+, je ne sais pas si ça existe toujours, le premier samedi du mois. On me racontait que la prison se transformait en silence total, dans une sorte de grand lieu de masturbation générale, tout le monde en direct live, parce qu'enfin le film était diffusé et que tout le monde attendait ça avec beaucoup d'impatience et que ça calmait d'ailleurs la détention. Donc la pornographie est évidemment très utilisée, et aussi les personnes détenues réutilisent, réenchantent, je dirais, leurs fantasmes, c'est-à-dire leurs pratiques qu'ils ont vécues auparavant et qu'ils vont essayer de nourrir, mais ces fantasmes anciens ne vont pas tenir 10 ou 20 ans d'incarcération, bien sûr. Donc, ça pose un problème de se retrouver seul face à soi-même. Et effectivement, il y a le sentiment n'étant plus jamais désiré, le sentiment de dégradation qui intervient aussi à ce moment-là. La seconde altérité, parce que s'il ne me reste que 5 bonnes minutes, je vais devoir aller beaucoup plus vite. La seconde altérité que j'ai analysée, c'est l'altérité interdite. Et là, cette altérité, elle est interdite dans la mesure où on n'est pas supposé avoir des relations sexuelles en détention. Il n'y a pas d'interdiction formelle, mais il y a une interdiction qui est basée sur l'article que je vous ai cité. Mais l'interdiction vient surtout chez les hommes d'ailleurs, beaucoup plus qu'en détention femmes, vient surtout de la communauté des hommes qui refusent que l'homosexualité puisse être pratiquée. C'est-à-dire qu'il y a en prison beaucoup plus d'homophobie
chez les hommes d'ailleurs, pas chez les femmes, beaucoup plus d'homophobie que d'homosexualité. Il y a plus d'homosexualité de fait, puisque c'est la seule proie sexuelle que l'on peut avoir, mais ce qui règne surtout, c'est que la prison fonctionne comme une sorte de conservatoire de la masculinité, où ces hommes qui sont déjà dégradés parce qu'ils sont en prison, dégradés parce qu'ils n'ont plus de pouvoir sur leur famille ou sur leur conjoint, dégradés parce qu'ils ne gagnent plus d'argent, dégradés parce que socialement ils sont la lie de la société, dégradés parce qu'ils se sont fait prendre par la police et donc ils ont été nommés comme étant des coupables, eh bien ces gens vont refuser de voir leur image d'homme viril être dégradée, donc ils vont surinvestir leur virilité au point de punir tous ceux qui feraient défaillir cette idée de virilité, c'est-à-dire tous ceux qui seraient les homosexuels. Les homosexuels en prison sont assimilés aux pointeurs, comme le disait le témoignage, c'est-à-dire à ceux qui sont des délinquants sexuels, et se recrée en prison une hiérarchie sociale autour de la question sexuelle, soit autour de qui l'on est, soit autour de ce que l'on fait ou de ce que l'on a fait. En bas de la hiérarchie sociale, il y aura évidemment, en bas de la pyramide, les violeurs d'enfants, et les violeurs de bébés d'ailleurs, qui seront en bas de la pyramide. Plus les enfants, plus la proie, la victime du viol est âgée, et plus on remonte dans la pyramide. Et évidemment, violeur dans le cadre de l'homosexualité fait qu'on est plutôt plus bas de la pyramide que plutôt haut. C'est-à-dire violeur d'une femme, il y a toujours cette espèce de doute, mais était-elle consentante ou pas? Et donc, le violeur de femme est malgré tout un pointeur, mais il est plutôt vers le haut de la pyramide, à savoir qu'en haut de la pyramide, il y a les pointeurs, mais les pointeurs hétérosexuels. Et se situent évidemment dans le milieu de la pyramide les gens, et sont assimilés aux pointeurs, les gens qui sont ouvertement homosexuels. Le problème, c'est que cette homophobie est ravageuse et que donc, pour préserver cette virilité des hommes, eh bien, les hommes qui se disent non homosexuels vont faire la guerre aux hommes qui sont ceux qui dégradent la virilité, et donc ils vont tabasser les homosexuels. Et ça, les comportements homosexuels ou l'identité, je ne crois pas l'identité homosexuelle, mais ceux qui sont considérés comme tels en prison, eh bien, vont être en situation de violence très régulière, voire de viol, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être objectivés par ceux qui veulent pénétrer, c'est exactement ce que disait le témoignage également, c'est-à-dire que les hommes ont inventé en prison une manière de pratiquer une homosexualité sans être homosexuel. Pour être cru, c'est un trou est un trou, s'il n'y a que des anus, eh bien la sodomie sera pratiquée. Mais dans ces cas-là, ces hommes qui vont continuer à se considérer comme hétérosexuels tout en pratiquant de l'homosexualité, ils vont essayer de le faire avec violence et ils vont garder un rôle d'actif, c'est-à-dire de pénétrant. Ils vont chercher à rester pénétrants. Donc, il y a une différence entre l'être et les pratiques. On peut se dire hétérosexuel et pratiquer l'homosexualité, on reste un hétérosexuel. C'est un peu une sorte d'invention. Il y a deux types d'homosexualité en détention. Il y a celle que j'ai identifiée, ces deux types. Disons qu'il y avait une sorte de, pas de guerre, mais d'autres ont pas voulu distinguer ces deux pratiques. Disons qu'il y a des hommes qui vont considérer en détention, qui vont pratiquer une homosexualité de substitution, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le corps d'un autre homme comme étant le corps d'une femme, et en imaginant que ça va être le corps d'une femme, et ceux-là vont considérer qu'ils restent hétérosexuels. Et puis il y a l'homosexualité de circonstance, qui sont des gens qui ont eu des préférences hétérosexuelles, qui jusqu'alors peut-être n'ont eu que des pratiques hétérosexuelles en dehors de la prison, mais qui, faute de femmes, vont choisir un homme et vont considérer que finalement, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, mais ce n'est pas si mal aussi. Donc ce sont quand même deux manières d'arriver à l'homosexualité qui sont un peu différentes. Chez les femmes, parce qu'il faut aller chez les femmes aussi, chez les femmes, le problème est beaucoup moins prégnant. D'ailleurs, les autorités pénitentiaires acceptent assez facilement de les mettre en couple dans des cellules à deux, notamment parce que les femmes ont beaucoup plus grandi, n'ont pas ce problème d'identité de genre, elles ont résolu cette question d'identité de genre et que l'homosexualité pour elles ne remet pas en question leur identité de genre. Alors, la question de cette homophobie, ça va être débattu tout à l'heure par Valérie Bourdin, juste après mon intervention, c'est que comme il est très à risque d'avoir des relations sexuelles de fait homosexuelles à l'intérieur de la prison, eh bien, aller chercher un préservatif, c'est-à-dire se protéger pour avoir ces relations, évidemment, c'est un peu une manière de signer ces relations. Donc, c'est une manière de dire à l'administration pénitentiaire « je commets une faute » et c'est une manière de dire au reste de la détention « si je prends un préservatif, c'est qu'a priori, j'ai un partenaire, parce que je ne peux pas avoir une partenaire. » Et puis enfin, la troisième manière de regarder l'altérité, c'est l'altérité non pas manquante, non pas interdite, mais contrôlée, c'est-à-dire c'est la relation sexuelle qui peut se passer soit dans les parloirs, soit dans les UVF.
Dans les deux cas, c'est une relation qui est contrôlée, qui est sous autorisation du parloir ou de l'UVF par l'autorité pénitentiaire. C'est-à-dire que là encore, il y a une forme de régression parce que quand on est adulte, a priori, on ne demande pas la permission pour avoir un rapport d'intimité et que c'est bien la question du droit à l'intimité qui se pose à cet endroit-là. Et donc, c'est ce que j'appelle dans les parloirs, non pas dans les UVF, mais dans les parloirs, j'appelle ça le supplice de Tantale, c'est-à-dire, c'est ce que me disait un détenu, c'est comme si on leur donnait un verre d'eau et qu'on leur demandait de traverser le désert sans boire ce verre d'eau, ce qui est un supplice parce qu'ils sont au contact avec une personne que peut-être ils désirent et ils ne vont rien pouvoir faire. Or, en pratique, les parloirs sont de véritables bésodromes. Chacun tend des draps, des serviettes de toilette et tout ce qu'on veut pour essayer de s'isoler. Mais des enfants circulent, des relations sexuelles se font. C'est assez compliqué et c'est un endroit dans lequel il n'y a pas de dignité. Heureusement sont arrivés les UVF, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Les UVF ont redonné un petit peu de dignité à cette situation, surtout que maintenant elles sont étendues. Moi, quand j'ai fait cette étude, les UVF n'étaient qu'en expérimentation. On en lisait déjà les bénéfices, mais vous comprenez que les UVF ne sont pas acquises aussi souvent et aussi fréquemment que les parloirs. Donc la sexualité résiduelle dans les parloirs est une sexualité difficile et compliqué également par ceux qui sont témoins de ça. Et puis aussi, c'est une sexualité qui se négocie parce que pour avoir les meilleures places dans les parloirs, il faut un peu négocier avec le personnel pénitentiaire. Voilà, j'arrête là parce que je pense que je vais avoir dépassé mon temps et je laisse la parole avec plaisir à Valérie Bourdin. Bien, j'y vais directement tout de suite après Arnaud. Oui, Valérie, c'est quand tu veux. Ok, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'OIP donc de m'avoir invité sur ce petit séminaire. Alors effectivement, comme on vient de le voir avec Arnaud, on a bien compris que la sexualité, c'est un champ très complexe et plutôt codifié de la vie carcérale. Et puis avec une sorte de hiérarchie qui va se reconstituer, se recomposer un peu dans ce milieu. Et effectivement, ça ne va pas aller de soi, non seulement d'aller s'informer, voire de prendre des préservatifs, dans la mesure où c'est effectivement une façon de reconnaître qu'on commet une faute, alors que même il n'y a aucun texte de loi qui interdit la sexualité en prison et qu'on leur met à disposition des préservatifs. Il y a là un paradoxe qui effectivement est assez compliqué à gérer pour les détenus. Donc moi, je travaille dans une association de lutte contre le sida, la LS. On intervient en milieu carcéral depuis 2007. Avant de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, nous, autour de la santé sexuelle en prison, c'est juste de faire quelques petits rappels. Quelques-uns ont été faits par Arnaud. Donc, il y a un certain nombre de textes applicables qui encadrent la sexualité en prison. Donc, il y a les lois pénitentiaires de 2009, de 2014, la circulaire du 5 décembre de 1996, qui est relative à la lutte contre le sida, mais donc à la mise à disposition de préservatifs, donc quand même qui fait référence à effectivement la santé sexuelle et donc la sexualité. La circulaire du 9 juin 2011 sur l'affirmation du droit à la sexualité des personnes détenues. Il y a aussi des règles pénitentiaires européennes. Il y a celles de 1973, 1987 et 2006. Il y a les textes de l'ONU de 1955, on remonte dans le temps. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme, bien évidemment, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis une note de décembre 2014 qui, elle, est relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux. Voilà, donc c'est important de rappeler qu'il y a des textes applicables parce que, comme on le voit, c'est tellement empreint de paradoxes, tout ce paradoxe et de contradictions autour de la sexualité, ces textes vont quand même à un moment donné aussi pouvoir être mis en exergue. Alors, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est quelques constats en fait qui pour certains vont pas du tout faciliter la reconnaissance donc, des droits à l'existence d'une sexualité et d'une intimité et d'une sexualité en prison.
Donc, il y a le risque de sanctions disciplinaires, hein, puisque Arnaud, effectivement, nous a fait part donc, de cet article du Code de procédure pénale. Et parmi les sanctions, c'est par exemple la privation de parloir, si à un moment donné, il y a des relations sexuelles qui s'y sont déroulées, qui ont été constatées. Il y a effectivement l'absence de mixité, hein, en prison. C'est quand même une des seules institutions, hein, où la mixité n'est pas de mise. Et ça en fait donc un lieu quand même d'exception dans notre pays. Et ça va donc forcément avoir des répercussions sur les rapports des personnes entre elles, et dans la mesure où on est aussi dans un milieu quand même très hétéronormé, et notamment en matière de sexualité. Donc justement, cette perception très hétéronormée de la sexualité, mais également de la famille, puisque comme Arnaud l'a dit, effectivement, on parle du VF, hein, et on ne parle pas de sexualité, en fait. Hein, et c'est vrai que, par exemple, l'évolution de la société française avec la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, eh bien en fait elle introduit un nouveau sens à la famille. Pour autant, c'est pas du tout compatible avec les normes, eh bien qu'on va retrouver en milieu carcéral. Alors que les UFF sont quand même censés donc préparer aussi les personnes, alors que la prison, pardon, est quand même censée préparer aussi la personne à un retour à la société. Il y a parmi ces constats aussi le fait qu'un certain nombre de personnels pénitentiaires tiennent à préserver le caractère punitif, hein, justement de l'interdiction de relations sexuelles en prison, sur la base d'un principe de sévérité, en fait, qui va tirer sa légitimité au regard des privations du coup qu'elle induit. Ensuite, la question de l'évacuation de la sexualité en prison, eh bien, on la remarque, on la note aussi à travers la mise à disposition qui n'est absolument pas du tout généralisée dans les unités sanitaires, et notamment la mise à disposition de matériel de prévention. Ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis enfin, un autre constat, c'est la propagation, hein, des épidémies en prison. Donc, il y a un certain nombre d'enquêtes et d'études, hein, qui montrent que la prévalence de certaines pathologies, notamment du VIH et des hépatites, est très élevée en prison et bien plus élevée qu'en population générale. Voilà, donc ce que je voulais rappeler un petit peu avant d'arriver à vous présenter ce que nous on fait donc en prison. On anime un dispositif dans plusieurs établissements de la région. Donc, on intervient en région Auvergne-Rhône-Alpes. On intervient dans 6 établissements, donc maisons d'arrêt de Privas, des centres pénitentiaires, donc celui de Corbac, Saint-Quentin-Fallavier, Villefranche-sur-Saône, de Valence. Et on intervient également à l'EPM de Mézieux. Quand on est en prison, en fait, d'abord, on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on développe des liens de travail particuliers et privilégiés avec, bien évidemment, les unités sanitaires, hein, puisque c'est quand même elles qui s'occupent des questions de santé au sein des établissements, mais également on va travailler avec le service scolaire, on va travailler avec le sport, on va travailler avec les personnels pénitentiaires, les surveillants, etc. Dans la mesure où la thématique de nos interventions, donc la santé sexuelle, a priori, voilà, certains de ces personnels peuvent se demander qu'est-ce qu'on vient faire en prison pour parler de santé sexuelle, alors que même finalement rien n'est fait et de façon à permettre cette sexualité pour les détenus.
Donc, toute la mise en place de ces partenariats va vraiment être importante quand on intervient sur une thématique comme celle-ci. Ensuite, donc, eh bien, on va animer des séances avec les détenus. Un point important aussi de notre dispositif, c'est de travailler autour de la sensibilisation par les pairs. C'est-à-dire qu'on va donc travailler en animant des modules, des cycles d'information avec des petits groupes de détenus qui vont se porter volontaires et avec qui ensuite nous allons animer des séances plus collectives autour autour de deux moments clés dans la lutte contre le sida, entre autres, qui sont le SIDAction et la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et ça va être un autre point important, c'est-à-dire qu'on va faire un lien avec le dehors, de façon aussi à pouvoir inscrire notre intervention, je dirais, dans un univers, on va dire, plus global. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des détenus comme on va dans les écoles rencontrer des jeunes, comme on va dans des foyers pour rencontrer des personnes migrantes, comme on va dans des associations communautaires, etc. C'est-à-dire que notre démarche d'aller vers les publics va aussi beaucoup nous aider pour parler de santé sexuelle en prison. Et donc, une fois qu'on a formé des petits groupes donc, de détenus relais, eh bien, on aura des petits déjeuners goûters et souvent en lien avec et autour de ces grands temps forts, temps clés, on va dire, de la lutte contre le sida dans le social ordinaire, si je puis dire. Voilà, du coup, on va se présenter comme étant des professionnels qui détiennent un message de santé publique et qui vont informer donc différents types de publics sur leur lieu de vie, la prison en étant un. À partir de là, on va pouvoir inscrire l'information et l'échange, la dynamique de réflexion autour de la santé sexuelle, on va pouvoir l'inscrire déjà dans quelque chose d'extérieur, donc on va mettre de la distance avec ce qui se passe aussi à la prison, mais on va aussi ouvrir la thématique d'intervention puisqu'on va être sur plusieurs séances, en tout cas avec voilà, les petits groupes de détenus qu'on aura, et on va pouvoir partir de notions beaucoup plus larges que la question de la santé sexuelle. Donc, on va partir des questions de santé, du rapport au corps, de l'estime de soi, hein, que Arnaud a pu évoquer tout à l'heure, du prendre soin de soi. Effectivement, la prison dans un parcours de vie peut être aussi un des rares moments où la personne va prendre soin d'elle, y compris aussi de tous les aspects de sa santé. Donc, on va vraiment inscrire la question de la santé publique dans une thématique beaucoup plus large. Et petit à petit, on va laisser comme ça s'exprimer des questionnements, des réflexions. Et puis, avec des outils ludiques, on va petit à petit arriver vers la santé sexuelle. Et à ce moment-là, proposer un certain nombre de thématiques autour des différents champs de la sexualité. Donc, on va pouvoir aller interroger les représentations. C'est vrai que l'absence et la privation de sexualité, hein, comme nous l'a expliqué Arnaud, laisse des traces. En tout cas, nous, on peut en voir aussi une expression dans la façon dont les gens vont pouvoir aussi aborder l'échange et la réflexion avec nous sur les questions de santé sexuelle. C'est vrai que quand on est face à des personnes qui sont là pour des courtes peines, cette mise cette mise en mots de cette frustration, elle se fera beaucoup sur un mode humoristique. Alors qu'effectivement, quand on se retrouve avec des détenus qui sont plus sur des longues peines, on va
parfois, de temps en temps, je dirais même, on va sentir quand même effectivement l'expression d'une sexualité vécue à l'intérieur de la prison et sexualité donc soit de circonstances ou j'ai oublié l'autre terme, Arnaud, enfin la différence que tu as fait entre la sexualité de circonstance et de substitution. Voilà, effectivement, les personnes pourront parfois aborder dans des temps un peu plus individuels, puisqu'on intervient pas mal aussi avec des stands de prévention. Donc, on peut être par exemple sur un étage en détention, et à ce moment-là, on pourra avoir par moment des échanges individuels donc avec les gens, et il ne sera pas rare qu'on nous, effectivement, que des personnes évoquent leur sexualité, les difficultés qu'ils rencontrent, et notamment pour se protéger, parce que aller demander des préservatifs, eh bien, c'est avouer qu'on a une sexualité. Voilà, donc ces interventions, donc on les inscrit dans un champ un peu plus large. La question de la sexualité va aussi, comment dire, venir pointer la façon dont les équipes aussi dans les unités sanitaires sont à l'aise ou pas avec ces thématiques. C'est-à-dire que dans certaines unités sanitaires, il y aura une vraie réflexion, en tout cas, qui aura été menée auprès de l'équipe sur, entre autres, la mise à disposition de préservatifs. Est-ce qu'ils doivent être mis à la vue de tout le monde dans un panier et que les gens se servent? Est-ce qu'ils doivent être mis dans la salle de consultation? Est-ce qu'on les propose? Est-ce qu'on les met à disposition? Est-ce qu'on met ou pas de l'information, etc. C'est-à-dire que la façon dont ça se passera en séance avec les détenus viendra aussi dire quelque chose de la façon dont les professionnels au sein des unités sanitaires vont aussi comment dire, s'approprier ou pas la réflexion autour de la santé sexuelle. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai encore un petit peu de temps. Écoute, ça fait un quart d'heure, donc si tu veux commencer à finir gentiment, c'est parfait, mais si tu veux déborder sur 1 ou 2 minutes, on ne t'en voudra pas. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, j'avais encore noté pas mal de choses. Alors, c'est vrai que parler de santé sexuelle en prison, c'est pas facile. Ça demande à effectivement inclure la thématique sur une thématique plus vaste. Le fait de raccrocher sur ces deux temps, ces deux événements forts à l'extérieur de la prison, va justement permettre aussi de prendre un peu de distance sur la difficulté d'avoir à parler de sexualité en prison. Et puis, peut-être terminer en vous disant qu'il y a un groupe de travail experts prison au sein de l'association donc SIDAction, que la plupart, j'imagine, connaissent, et notamment la réalisation d'un guide qui aborde, entre autres, cette question et dont l'objectif aussi est de faire des recommandations auprès du ministère de façon à ce que la santé sexuelle et donc la prévention et la réduction des risques dans ces lieux fermés puissent être systématisés, entre autres sur les questions liées au dépistage, sur la mise à disposition du matériel de prévention, mais aussi de réduction des risques, et qu'il y ait une véritable politique de prévention et de réduction des risques aujourd'hui au milieu carcéral, parce qu'on en est encore vraiment très très loin. Voilà. Du coup, c'est à moi d'intervenir, j'imagine. Est-ce que vous m'entendez bien? Attends, Lydia, on a une petite session de questions-réponses avant. D'accord. Avec Arnaud et Valérie, les questions qui ont été prévues. Donc là, Coralie, si tout se passe bien, va partager son écran et les questions qui ont été compilées vont s'afficher. Donc, on va voir si ça marche. Hop. Voilà, du coup là, Arnaud, Valérie, vous voyez un peu les questions qui ont été posées à chacun d'entre vous.
on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes ces questions. Je vous laisse choisir celles avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise peut-être, et puis on se donne jusqu'à 19h, 19h05 pour répondre au plus de questions possibles. Excusez-moi. Je peux répondre très brièvement dans les 2-3 premières questions en tous les cas. Un UVF s'appelle une unité de visite familiale. C'est un petit dispositif au cœur de la détention qui est comme une sorte de studio de vie avec généralement 2 chambres, un séjour, une cuisine. Les personnes détenues peuvent avoir accès à cette unité de visite familiale une fois tous les mois, ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ça dépend, pendant une durée qui peut aller de 12 heures jusqu'à 72 heures, en fonction de la disponibilité et en fonction de comment ces individus se sont comportés. Et donc, dans les UVF, on peut recevoir sa famille, ses enfants, on peut revivre comme au dehors, mais on vit au dedans. Et donc puisqu'il y a cette socialisation qui est autorisée sans caméra, sans surveillance directe, c'est-à-dire tous les jours, 2 fois par jour, il y a un surveillant qui passe voir si tout va bien, mais c'est vraiment un studio ou un appartement qui est positionné dans la détention, et donc il y a des endroits d'intimité possibles. Quand on est avec un partenaire ou une partenaire, avec sa femme ou son mari, eh bien, on peut, dans sa chambre, dans le séjour, s'il y a des enfants, peu importe, on peut avoir des relations sexuelles. Donc ça a été le dispositif qui a été choisi par la France pour disons, octroyer un droit à l'intimité aux individus. Est-ce que la réinsertion en termes de relations sexuelles et amoureuses est particulièrement difficile pour les hommes dits hétérosexuels ayant entretenu des relations sexuelles ou homosexuelles en détention? C'est difficile de le quantifier. J'ai juste en tête l'histoire d'un homme qui me disait qu'au sortir de la détention, il n'a plus jamais réussi à pénétrer une femme au niveau du vagin, mais il n'était plus possible pour lui que de pratiquer de la sodomie. Voilà, un instant, excusez-moi, ça sonne de partout, bien sûr. Voilà, je ne vois plus les autres questions. Apparemment, c'est parce que c'est parti, excusez-moi, problème technique, ça réapparaît. Il n'y a pas d'accompagnateur homme-femme en prison comme des coachs ou des psychologues qui puissent éduquer les colères. Si, des coachs non, des psychologues oui, il y a des services de psychologie et de psychiatrie en prison. Il y a beaucoup de plaies à penser en prison. La question directement sexuelle, c'est plutôt les conséquences, disons, de la privation de la relation sexuelle, la privation d'être aimé, d'être touché, de toucher. C'est tout ça. Et donc, ça va être les conséquences de tout ça qui, oui, peuvent être traitées un peu, disons, apaisées en psychothérapie en prison, mais ce n'est pas une réponse directement, une réponse sexuelle qui, évidemment, est apportée. Une question pour le premier intervenant, qu'en est-il du coming out des personnes homosexuelles en prison? C'est toujours dangereux de faire un coming out en prison, puisque c'est vraiment le pire endroit pour faire son coming out en prison, puisque c'est là où, juste quand vous vous dites homosexuel, chez les hommes, pas chez les femmes, beaucoup moins chez les femmes, eh bien, vous devenez à la merci de situations de violence qui vont être exercées par tous ceux qui se considèrent, par tous les autres hommes qui se considèrent forts de la loi du nombre comme étant ceux qui sont là pour contrôler la virilité et la préserver. Donc, c'est très risqué. Les personnes agressées sexuellement violées sont-elles perçues comme homosexuelles? Oui, potentiellement. C'est-à-dire qu'une personne qui a été sodomisée, eh bien, elle a été dégradée. Aux yeux de tous, elle est dégradée, si ça se sait. Et ça veut dire qu'une personne qui a été sodomisée et dégradée, globalement, c'est une personne qui peut devenir un objet sexuel, parfois contre des formes de rémunération, mais disons que ça peut glisser vers des formes de prostitution, effectivement. En tous les cas, c'est quelqu'un qui devient un objet sexuel potentiel. Il y a eu un livre qui avait été fait là-dessus, de quelqu'un qui s'était arrivé. Le livre s'était très bien vendu, mais j'ai oublié le nom. Qu'en est-il du coming out des personnes homosexuelles en prison? Je crois que j'ai répondu. La hiérarchie basée sur la sexualité en détention homme. Avez-vous une connaissance d'une... Non, en détention femme, oui, il y a une hiérarchie par rapport à la... Bien sûr qu'il y a une hiérarchie qui est par rapport au délit ou au crime effectué, et que dans le bas de l'échelle, les femmes qui ont eu des comportements, qui ont fait de la pédocriminalité, par exemple, bien sûr qu'elles vont être en bas de l'échelle. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que chez les femmes, il n'y a pas de remise en question de l'identité de genre féminin du fait
d'avoir des relations homosexuelles et que donc le glissement de l'hétérosexualité vers l'homosexualité et le retour vers l'hétérosexualité après la prison se fait de façon très très fluide en fait. Ça se passe plutôt très bien en réalité. Bien sûr qu'il y a des guerres, bien sûr qu'il y a des femmes qui parfois les guerres que j'ai identifiées, c'était plutôt au niveau de la possession, c'est-à-dire qu'elles se mettent en couple et que l'une drague la femme de l'autre, disons. Il y a des guerres sur la question de la possession de sa femme. Et puis, bien sûr, certaines disent, et je ne vais pas tomber là-dedans, mais enfin, c'est relativement bien vécu par rapport à chez les hommes. Voilà, j'ai répondu aux questions. Je laisse la parole. Désolée, 2 petites secondes, on mettait juste à jour les questions parce qu'il y en a plein qui ont été posées pendant que Arnaud parlait et ça ne se mettait pas à jour sur le partage d'écran. Donc voilà, ça a été fait. Valérie, il y a pas mal de questions pour toi. Ne te mets pas la pression pour répondre à toutes, on n'aura pas forcément le temps, mais voilà, si tu as 5 à 8 minutes, je pense que ça peut être parfait. C'est surtout des femmes qui participent à cette réunion ce soir. J'ai regardé les prénoms des gens, c'est intéressant. Ce sont des femmes surtout qui participent, qui sont intéressées par la sexualité en prison. Valérie, si tu es encore parmi nous et que tu arrives à parler, n'hésite pas à regarder les questions qui t'ont été posées. Valérie, on n'a pas le son, votre micro est coupé. Pardon, excusez-moi, je pensais que j'avais activé déjà, là, j'avais commencé à parler. Oui, je disais donc les préservatifs, effectivement, donc sont mis à disposition ou distribués, ça dépend des unités sanitaires, mais en fait, effectivement, en dehors des unités sanitaires, il y a assez peu d'endroits où ils peuvent s'en procurer et lorsque nous intervenons, nous avons toujours des préservatifs avec nous. Voilà, donc c'est vrai que dans, on va dire, presque la majorité, les 100% des cas, les préservatifs sont dans les unités sanitaires et on en trouve assez peu dans les autres, dans d'autres lieux de la prison. Sinon, quand des associations comme la nôtre interviennent, est-ce que les détenus sont toujours, je ne comprends pas cette question, est-ce que les détenus sont toujours au courant, les temps pour communiquer avec les détenus sont informés ou imposés? Ah oui, non, ce sont que des personnes volontaires en fait. Aussi bien les séances que nous avons avec des petits groupes de détenus sur des cycles de 3 à 4 séances pour qu'ils deviennent personnes relais d'information, que les grandes séances collectives où il y a 20-25 détenus, ce sont toujours des personnes qui s'inscrivent, qui se portent volontaires et les listes sont constituées par les unités sanitaires en général avec qui on travaille. Donc, comme je le disais, les activités ludiques, en fait, on a plein d'outils, on crée des outils, donc on a des petits quiz, on a des jeux sur le dépistage, on propose des situations de prise de risque et les gens doivent dire si ils peuvent réaliser un test tout de suite ou s'ils doivent attendre 3 semaines ou si la pilule la pilule contraceptive les a protégés ou pas, etc. Enfin voilà, c'est ce genre de petits jeux. En fait, le jeu permet de mettre une distance avec sa propre sexualité, que ça va être plus facile finalement pour être dans un échange, on va dire, plus serein, quoi, et pour poser voilà, la confiance, en fait. Les personnes ne sont pas là pour parler de leur sexualité, et c'est vrai que le jeu facilite la prise de distance et du coup facilite le questionnement, quoi. Comment se fait le choix des détenus? Bon, pour la confection des groupes, pardon. Ça, donc, ce sont les professionnels, hein, les infirmières avec qui on travaille à l'unité sanitaire. Parfois, le scolaire, il nous arrive d'intervenir aussi et de monter des projets avec le service scolaire. Donc, voilà, donc ça dépend des établissements où on intervient, mais de façon générale, ce sont les unités sanitaires qui constituent les groupes. Je suis en dernière année de formation d'éducatrice spéciale, je m'interroge sur le fait que ce soit une femme qui aborde les questions de sexualité. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, un sentiment de gêne, d'appréhension de la part des détenus lors des premières rencontres? Pas forcément, en fait. Donc, on est des hommes ou des femmes. L'équipe de travail à l'association est mixte. Je ne dirais pas qu'on a observé de différence, en fait. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une question qui s'est posée entre nous.
Après, ce sera peut-être plus sur la façon d'en parler, sur le mode de communication. Quand il y a un des hommes qui intervient, un des collègues hommes qui intervient, peut-être il y aura un peu plus, et encore, tout dépend des publics, mais peut-être il y aura plus d'évocation de la sexualité avec des blagues peut-être un peu plus sexistes ou ce genre de choses. Mais en fait, non, on ne peut pas dire qu'on remarque plus de difficultés de parler de santé sexuelle avec une intervenante femme qu'une intervenante homme. Là où on remarque une petite différence, c'est à l'EPM, à l'établissement pour mineurs de mes yeux, où effectivement, mes collègues femmes plus jeunes et qui interviennent, on va dire, sont effectivement davantage soumises à comment dire, des provocations des jeunes sur le mode de drague, etc. Voilà. Mais sinon, globalement, non, c'est assez, c'est pas plus compliqué. Ces actions de santé peuvent être organisées dans tous les établissements. Bah oui, en fait, dans tous les établissements qui nous en font la demande. Et voilà, les questions sont parties. Donc, j'imagine que voilà, c'est pour arrêter d'y répondre et laisser la place à la personne c'est un suivante. un petit souci technique. Pardon. On va juste les lire à l'oral. Coralie, si tu peux afficher ton micro et lire les questions. Je n'entends pas Coralie. Ouais. 2 petites secondes, on va activer le micro. Désolée. Non, il n'y a pas de mal. Voilà, c'est les joies et les grandeurs de la visioconférence. Alors, entre-temps, en fait, j'ai découvert d'autres questions. Pardon. J'ai découvert d'autres questions que des gens ont pris la peine de mettre dans le Q&A. Corentin Jarry qui me demande pourquoi on parle de besoin sexuel et pas de désir. C'est bien sûr la question du désir, mais je parle de besoin parce que la quantité du besoin, je parle de quantité en fait de besoin sexuel, et cette quantité ou la fréquence, si vous voulez, évidemment détermine la puissance de la privation en fait. L'unité de visite familiale ou l'unité de vie familiale, à l'origine, c'était une unité de visite familiale. Donc, je suis un peu old school, mais le projet, c'était accès à mes travaux. Oui, j'ai publié un livre là-dessus qui est publié aux éditions Max Milo et qui doit être aussi, je crois qu'on peut l'acheter en format numérique. Ça s'appelle Sexualité et prison. Je m'appelle Arnaud Gaillard et ça doit être facile à trouver, je pense. Pourquoi j'ai dit que les femmes avaient réglé la question de leur genre? Alors, plus que les hommes, c'est vrai que les hommes identifient leur genre, leur virilité avec la puissance et notamment physique, avec leur capacité à être pénétrants si on regarde le sexuel, et que donc tout ce qui vient les dégrader, tout ce qui vient briser cette image de virilité, qui est une image fantasmée, quelque chose de complètement imaginaire, eh bien, leur pose un problème. Tandis que les femmes auraient plutôt, définiraient probablement plutôt, ça paraît cliché, mais je n'ai pas trop le temps de détailler, mais quand elles sont en détention, et celles que j'ai rencontrées, elles étaient plutôt sur un mode de tendresse, de maternelle, de vouloir se materner entre elles, par exemple, et sur des rapports presque plus de l'ordre de la tendresse que de l'ordre du sexe, quoique. Mais le fait est qu'elles n'ont pas un sentiment et on peut regarder ça dans la littérature aussi, le lesbianisme est presque une vision romantisée des femmes, alors que l'homosexualité est une vision détruite de l'image de l'homme. Donc cette dichotomie qui existe à l'extérieur, on la retrouve à l'intérieur. Okay, j'ai pu repartager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez les questions. Valérie, il y avait encore 2 autres questions pour toi. Si tu as quelques minutes pour y répondre, et puis après, on va embrayer sur la deuxième partie. Oui, donc effectivement, en fait, les actions de santé peuvent s'organiser dans tous les établissements qui en font de la demande. Il suffit qu'elle nous contacte, en fait, tout à fait. Le programme n'est pas le même, en fait, parce que la façon dont on va intervenir va dépendre aussi de ce qu'a envie de faire l'équipe de l'unité sanitaire, de ce qu'a envie de faire le comité de pilotage de la prison sur les actions d'éducation, de promotion de la santé aussi. Donc, aussi bien, on pourra organiser, je ne sais pas, une émission de radio sur la santé sexuelle dans une prison, aussi bien dans une autre prison. On pourra créer des affiches et une exposition d'affiches, ou alors encore dans une autre, créer un tournoi sportif avec des stands de prévention. Enfin, toutes les actions sont possibles et variées en fonction des personnels de la prison et ce qu'ils ont envie de faire.
vous avez des exemples de cas pratiques où le personnel avait mis des choses en place concernant la suite des personnes incarcérées? Les personnels ne mettent pas forcément des choses en place, si ce n'est la fourniture de préservatifs internes ou externes. Pour autant, la façon dont elles vont pouvoir être relais après une intervention, par exemple, va aussi venir préciser la façon dont elles interrogent la question au sein de l'unité sanitaire. C'est-à-dire que aussi bien il y a des unités sanitaires après notre passage vont continuer à proposer aux détenus de discuter éventuellement dans le cadre d'un échange, vont continuer à proposer du dépistage, etc., des préservatifs, aussi bien d'autres ne le feront pas. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Ok, merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Hein. J'en suis vraiment désolée. Et hop, j'arrête le partage d'écran. Du coup, on va embrayer sur la lecture du second petit témoignage qui introduira la deuxième partie de la conférence. Et puis, on laissera la parole à Lydia. Il y a des gens parmi les spectateurs qui ont des mains levées. Je suis vraiment désolée, on ne peut pas permettre les prises de parole, ça va être trop compliqué. Mais posez vos questions, on va sur l'outil questions-réponses. Et voilà, du coup, Sarah, si tu es encore parmi nous et que tu veux nous lire ce petit témoignage, voilà, c'est à toi. J'ai dit vie de couple, mais on n'a même pas pu bénéficier d'un moment intime après notre cérémonie de mariage. Dans le centre de détention où il était, il n'y avait pas d'UVF et les parloirs étaient des box ouverts. Dans ceux situés au fond du couloir, il n'y avait aucun vis-à-vis. Ça se battait entre couples, il fallait courir. Notre relation se limitait donc essentiellement à de la discussion, à part quelques fois où on s'est permis de le faire discrètement. Moi qui n'étais pas féminine, j'ai découvert l'utilité de porter des robes. En prison, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a et à saisir le moindre moment. Je suis tombée enceinte. Et puis en 2012, il a été transféré dans une maison centrale de l'Est de la France, alors que je vivais au Pays Basque. Pour le voir, je devais faire plus de 1000 km en un week-end. La fatigue, le stress. Je n'y allais plus qu'une fois tous les 2 mois. Heureusement, au bout de 9 mois, il a été transféré dans une centrale en région parisienne et j'ai trouvé un travail à Montreuil. On pouvait se voir tous les week-ends. Il y avait des UVF et des parloirs, des boxes fermées, mais avec plus d'intimité qu'en maison d'arrêt, car moins de passage des surveillants. Et c'est dans cette centrale que j'ai eu la première remarque sur mon petit garçon. Une bénévole de l'accueil famille m'a dit « Mais c'est un bébé parloir, ça ?» Je lui ai répondu « Oui, c'est un bébé parloir, mais c'est surtout un bébé de l'amour. » Alors, elle s'est excusée. Ok, merci beaucoup Sarah pour cette lecture. Du coup, Lydia, Audrey, je crois que vous avez préparé votre intervention. C'est après qui commence. Je vous laisse prendre la parole. Du coup, je vais commencer, si ça ne te dérange pas, Audrey. Donc, je vais parler de mon expérience. Donc, je suis diplômée assistante de service social. J'ai fait, dans le cadre de mes études, un stage long dans une maison d'arrêt pour hommes, pour femmes. Par la suite, lorsque j'ai été diplômée, j'ai pris un poste en tant qu'assistante de service social donc dans une maison d'arrêt à nouveau, donc qui était différente du coup. Donc, mon parcours professionnel est beaucoup axé autour de la prison. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un homme que je connaissais, enfin, je me suis mis en couple avec un homme que je connaissais déjà, qui était incarcéré, mais qui était en fin de peine. Donc, moi, vu qu'il sortait bientôt, ça ne m'a pas dérangé de commencer à échanger avec lui. Il est sorti. Donc, moi, je continue à travailler en prison. Lui, il était sorti. La vie suivait son cours. Et puis, par la suite, il a été de nouveau incarcéré. Donc, moi, j'étais encore en poste en maison d'arrêt. C'est vrai que c'était particulier parce que je suis passée d'assistante de service social, de professionnel qui intervient en prison, à compagne de détenus. Donc, tout de suite, c'est vrai que j'avais cette double position qui n'était pas évidente. Donc, j'ai fait le choix de quitter mon boulot. Donc, je n'avais plus que ce statut-là de femme, de compagne de détenu. Ensuite, par la suite, j'ai été impliquée dans les faits pour lesquels il a été mis en examen. Et du coup, j'avais une interdiction de le contacter. On n'a pas réussi à tenir. Et du coup, je me suis retrouvée incarcérée. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de présenter les choses en 3 étapes. Donc, mon point de vue par rapport au côté pro. Une assistante sociale en détention, le lien avec la sexualité des détenus. Mon expérience de compagne de détenus.
donc les parloirs et tout ce qui a pu aussi être évoqué précédemment. Et puis, je vais aborder du coup, même si c'est une courte expérience, mais l'expérience que j'ai eue en tout cas en tant que détenue par rapport à toutes ces questions-là. Donc, par rapport à mon expérience professionnelle, c'est vrai qu'il n'y a pas finalement grand-chose à dire puisque la sexualité en détention, on ne l'aborde pas. Quand on intervient, je ne vois pas beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questionnements, en tout cas des collègues avec qui je travaillais sur ces questions-là. C'est circuler, il n'y a rien à voir, on ne veut pas forcément en parler. Les seuls moments où c'est vrai on va l'aborder, c'est lorsque on va avoir connaissance de faits graves en détention, tels que des viols de codétenus. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que ça émerge. On se dit, c'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont une sexualité et qui sont en train, du coup, de faire pâtir, excusez-moi, les autres à cause de besoins de besoins en tout cas qui sont pas pourvus. Les fois aussi où on va les aborder, c'est clairement lorsque on va découvrir que un père va nous dire vous savez, j'ai eu un bébé, donc je vais demander une conditionnelle parentale. Ah d'accord, donc vous avez une sexualité lors des parloirs, vous avez fait cet enfant-là. Et tout de suite, c'est perçu, je trouve en tout cas, très négativement. J'ai jamais vu de personnes qui disent c'est bien, vous avez réussi à avoir une vie conjugale en détention, vous avez pu construire une vie de famille. C'est toujours il a eu un bébé parloir, c'est sale. Ça laisserait penser finalement que la femme ou l'homme est de faible moralité, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, voilà, n'a pas forcément les bons mœurs, en tout cas pour se permettre d'avoir une vie sexuelle comme ça au parloir. Donc c'est toujours connoté en tout cas c'est toujours connoté péjorativement. Ensuite, par rapport aux femmes qui vont intervenir en détention, il faut savoir aussi qu'on a un petit peu je ne sais pas comment expliquer, mais on a un peu la tête de celle qui pourrait tomber amoureuse d'un détenu. Donc, on nous surveille plus, je trouve. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. C'est vrai que il fallait faire attention à nos liens avec les détenus, de ne pas montrer de trop grande proximité parce que ça pourrait laisser croire, en tout cas, que on pourrait se laisser aller, entretenir une relation sentimentale, voire sexuelle avec un détenu, ce qui est en tout cas interdit, qui est très très mal vu surtout. Donc voilà, donc c'est vrai que mon expérience en tout cas en tant que professionnelle par rapport à ces questions, elle est vraiment faible parce qu'on ne l'aborde jamais, alors que pourtant on devrait et que ça fait partie de la vie des personnes en détention. Donc maintenant, je vais un peu parler de mon expérience en tant que compagne de détenu, qui là, pour le coup, j'ai plus de choses à dire. Donc, quand mon conjoint a été incarcéré à nouveau, donc moi, j'ai entrepris tout le chemin, parloir, lui rendre visite, etc., avec tout ce que ça implique. Donc, moi, c'est vrai qu'au début, il avait pris une petite peine. Donc, une petite peine, tout est relatif, mais au début, il était rentré en tout cas pour une peine d'une durée de 3 ans. Donc 3 ans, peut-être que pour oui, ça paraît énorme, mais moi, ça me semblait correct. En tout cas, je ne me suis pas posé de questions en me disant, mais mince, comment on va faire? Je me suis dit, bon, vu la peine qu'il va avoir, de toute façon, il y aura un transfert vers un centre de détention à un moment ou à un autre, ce qui facilitera nos relations. Sentimentales, sans même penser à la sexualité. C'est vrai que tout à l'heure, Arnaud a pu dire que on n'est pas tous égaux finalement face à ce besoin, ce désir. En tout cas, moi, c'est vrai que je vais pas vous mentir que je n'ai jamais eu de problème avec ça en me disant, mince, tout le temps qu'il va être en détention, je vais pas avoir de vie, en tout cas, moi, sexuelle. Honnêtement, ça m'est jamais venu à l'esprit. Je sais pas, je pense que indirectement, tout de suite, en tout cas, moi, je me suis tout de suite mis des barrières en occultant totalement ce côté-là. Et du coup, c'est vrai que, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc, les seuls contacts que j'ai avec mon conjoint, c'est au parloir. Donc, parloir de maison d'arrêt, c'est sûr qu'il n'y a pas du tout d'intimité. Je vais parler hors période Covid, parce que là, avec le Covid, c'est encore pire. On a les vitres, on a le masque. Voilà, donc là, on nous dit clairement interdiction de se toucher, même se toucher la main. Ça, c'est clair. Mais voilà, moi, je vais parler vraiment hors période Covid. On est dans des box, on a des enfants qui sont à notre droite, on a des parents qui sont à notre gauche. Bon, ça donne pas très envie, en tout cas, moi, me concernant. Donc voilà,
moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les gens qui arrivent à avoir une vie sexuelle au parloir, je trouve qu'ils sont vraiment courageux parce que le lieu n'est pas du tout propice, ne donne absolument pas envie. Et puis, il y a énormément de passages. On est fortement aussi surveillé parce que on a énormément de passages de surveillants. Donc, avec toujours cette peur-là, de toute façon, même s'il ne se passe rien, mais que juste un câlin affectueux pourrait laisser penser qu'il y a une relation et du coup ensuite d'être puni pour ça. Donc voilà, c'est pas des lieux en tout cas où on est à l'aise. Il faut savoir aussi qu'il faut faire attention à comment on s'habille. Donc ça change pas trop du côté professionnel parce que on arrive avec une jupe, une robe, alors tout de suite, c'est les regards qui veulent tout dire de la part des surveillants. Ah, celle-ci, aujourd'hui, elle va prendre son coup. Enfin, c'est vraiment les choses comme on les perçoit, en tout cas, avec les filles avec qui je discute. Donc voilà, donc moi qui suis assez féminine dans le sens où, oui, si j'ai envie de mettre une robe, je ne vais pas me dire, oh, derrière, on va penser que. Mais indirectement, on se pose la question, on se dit oh, c'est peut-être mieux que je mette un pantalon, au moins ça évitera des regards, plus de passages de surveillants, etc. Ensuite, donc par rapport à mon conjoint, donc c'est vrai que les hommes, bon, ni homme ni femme, mais mon conjoint en tout cas, lui, il va me parler de sa sexualité par rapport aux expériences qu'il peut découvrir avec les autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression en tout cas que les hommes entre eux n'ont pas de difficulté à aborder ces sujets-là. Donc déjà, ça c'est très bien, ils en parlent assez librement. Cette histoire de samedi, du premier samedi du mois, je vous rassure, ça existe toujours parce que mon conjoint, le premier samedi du mois, souvent, il me dit là, c'est le calme plat, ils sont tous en train de faire ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas un bruit. Donc, on en rigole, mais c'est pour vous dire que malheureusement, les hommes font avec ce qu'ils ont, donc avec des films qui passent très rarement à la télé. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que en tout cas, moi, de ma position avec mon conjoint, on aborde ces questions-là avec facilité. Lui, il me dit voilà, que comme on peut pas, il aimerait qu'on trouve d'autres moyens, mais moi, j'ai pas envie. Enfin, enfin, il y a la sexualité à travers un téléphone, donc voilà, j'arrive pas. Honnêtement, j'arrive pas. Donc c'est vrai que ça crée des frustrations chez lui parce que il se dit les autres copines elles le font, moi la mienne elle veut pas. Moi je me sens coupable en me disant le pauvre, ça fait 2 ans et demi qu'il est en prison là. Tu entre guillemets, tu lui fais pas plaisir. Donc c'est vrai que voilà, ça crée des tensions, mais en même temps il respecte totalement mon choix de ne pas avoir envie. Ça par contre voilà, il est très correct là-dessus, il met jamais la pression. C'est quelque chose d'admirable en tout cas, parce que c'est vrai que 2 ans et demi, un homme voilà qui est jeune en plus, qui a envie voilà d'avoir une vie active, lui de ce côté-là voilà, il est pas embêtant. Donc voilà, donc je vais finir juste rapidement sur on parlait des UVF parce que oui, donc là il a été condamné à une peine supplémentaire, sa peine au total c'est 7 ans. Donc 7 ans, forcément, oui, il y aura un transfert en salle de détention normalement. Et il y a cette histoire du VF. Cette histoire du VF, elle est à prendre à double tranchant parce que d'un côté, oui, c'est une avancée. Après, il faut savoir que les conditions, elles ne sont pas si simples. Il faut avoir suffisamment d'argent sur son pécule. Donc déjà, ça peut enlever toute une partie de la population qui n'a pas beaucoup d'argent. Parce que voilà, on demande à ce qu'il y ait, je crois, 150 € sur le pécule, donc sur leur compte, en tout cas, des personnes détenues. C'est aussi soumis un peu la carotte, quoi. Donc, vous vous comportez bien, vous êtes gentil, vous pourrez avoir un UVF. Donc, avec toutes les carottes qu'on subit déjà quand on est détenu, en rajouter une supplémentaire, voilà, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, il faut savoir que il n'y en a pas partout. Et puis les places, elles sont quand même assez chères. Et du coup, je trouve que c'est à double tranchant parce que c'est une avancée, certes. Mais à côté de ça, maintenant, on a l'impression qu'on a érigé l'UVF comme la solution et qu'on se pose plus de questions sur ce qui pourrait être fait d'autre. On se dit, finalement, quand on va demander des permissions parce qu'on aimerait avoir une vie familiale qui s'exerce à l'extérieur aussi un petit peu, non, mais il y a les UVF pour ça. C'est vraiment la solution à tous les problèmes, alors que finalement, moi, mon conjoint, ça fait 2 ans et demi qu'il est en détention. La maison d'arrêt où il est, il n'y en a pas. Voilà, ça fait 2 ans et demi, on n'a pas d'UVF. Donc, l'ériger en solution miracle, voilà, ça, c'est dommageable, je pense, pour tout le monde. Et puis, je vais finir rapidement sur donc, mon expérience en tant que détenue. Donc, c'était une expérience courte de 4 mois. Donc, voilà, je ne peux pas me permettre de donner, moi, mon ressenti. Je vais plutôt parler sur mes co-détenus. Donc, moi, je ne voyais pas mon conjoint puisqu'il était aussi incarcéré. Donc, déjà, parloir
j'avais pas de parloir en tout cas d'un homme. Mais il faut savoir que la plupart des femmes qui sont incarcérées, enfin, honnêtement, les pauvres, elles sont complètement désavantagées parce que autant les femmes, elles vont au parloir voir leur mari, leurs copains, autant les femmes, il n'y a personne qui vient les voir. Hein. Faut vraiment avoir conscience de ça. Donc déjà, elles sont énormément désavantagées. Et puis du coup, bah, c'est vrai que voilà, ce qui a été dit juste avant est très juste parce que moi, j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient des enfants à l'extérieur, qui avaient des conjoints même qui les attendaient. Hein. Certains venaient même les voir en détention, mais pas par facilité, hein, pardon, mais plutôt par besoin de chaleur humaine, par besoin d'affection, elles allaient vers une femme, mais sans se poser la question sur ce qu'elles étaient, est-ce qu'elles étaient finalement homosexuelles ou pas. Non, c'était juste limite des relations amoureuses, amicales, c'était un peu tout mélangé. Et puis quand elles sortaient, elles retrouvaient leur mari, leurs enfants, parce que bon, on avait un peu des nouvelles aussi de celles qui sortaient, hein, des lettres toujours. Elles reprenaient leur vie comme si de rien n'était. Donc c'est vrai que c'est particulier là. Je pense qu'il y a des distinctions à faire, oui, au niveau de la sexualité des hommes et des femmes. En tout cas, voilà, nous les femmes, clairement, on est vues comme des pauvres petites victimes en détention. On essaie absolument de nous protéger des hommes. Je parle des établissements mixtes, hein, parce que moi j'étais dans une prison où il y avait des hommes et des femmes. Tous nos déplacements sont ultra surveillés. Alors là, vous êtes encadré par je ne sais pas combien de surveillantes pour vous empêcher même d'être vu limite par les autres détenus. L'école, le travail, on essaie d'introduire de la mixité, mais clairement, c'est toujours sous haute surveillance et toujours avec cette peur-là qui est des dérives, des choses comme ça, comme si c'était le truc. Parce que même discuter, limite, c'est mal vu, quoi, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que. Je vais essayer de conclure, mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est un petit peu finalement à un système encore moyenâgeux. Moi, je lis des ouvrages de personnes qui étaient incarcérées dans les années 70, 80, et puis je me rends compte qu'il n'y a rien qu'à évoluer, quoi, à part peut-être les UVF, mais on est toujours sur cette occultation absolument complète de la vie sexuelle des gens. On a l'impression qu'on n'est plus que des détenus, qu'on n'est plus des hommes, qu'on n'est plus des femmes, qu'on ne mérite pas d'avoir… Parce que moi, par exemple, là, je suis sortie de détention. Je ne suis plus que femme de détenue. J'ai retrouvé cette place-là. J'ai l'impression d'être punie moi aussi de ce que mon conjoint a fait, dans le sens où voilà, on pourrait très bien nous permettre d'avoir de dormir avec, de juste passer peut-être même des heures avec dans des parloirs qui ne soient pas des box nauséabondeux, mais malheureusement on est sanctionnés nous aussi. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça a pu éclairer certains d'entre vous. J'ai essayé d'être assez complète et en même temps pas faire trop long, mais en tout cas voilà, merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup Lydia. Du coup, Audrey, si tu veux compléter tout ça, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien. Ok, très bien. Voilà, alors pour ma part, je suis historienne et sociologue. J'ai toujours travaillé sur les prisons. J'ai d'abord fait une thèse de doctorat d'histoire et ensuite une seconde thèse de doctorat en sociologie qui est en cours. Et ce sont ces travaux qui m'amènent à vous parler aujourd'hui. Je mène en ce moment, depuis les mois de mai, juin 2020, une recherche sur la vie intime et affective et de fait la vie sexuelle des compagnes de détenus. Alors c'est une enquête qui débute, elle a déjà plusieurs mois, elle est réalisée en circonstances de crise sanitaire, hein, comme vous le savez. Donc il y a quelques biais que j'évoquerai pas forcément, mais qui sont présents dans mon travail. C'est une enquête qui est composée de présence sur le terrain, d'observation, donc dans des associations qui ont des locaux attenants aux prisons et qui accueillent les compagnes de détenus et toutes les familles de détenus d'ailleurs qui viennent au parloir ou en UVF. Donc des entretiens, une enquête par questionnaire en ligne également. Donc il y a trois biais. Hein. Il y a le biais de l'observation, le biais des entretiens avec des compagnes de détenus, avec des membres de l'administration pénitentiaire, avec des associatifs auxquels je suis mêlée dans le cadre de mes observations, et une enquête en ligne pour le volet quantitatif. Alors en deux mots,
pourquoi cet intérêt pour la sexualité des compagnes de détenus et qu'est-ce que je retire comme première piste de ces recherches. Beaucoup de choses ont déjà été dites d'un point de vue formel, donc je vais peut-être les éviter pour être extrêmement concrète. Il se trouve que les sciences sociales se sont assez largement intéressées à la sexualité des détenus, notamment Arnaud Gaillard qui a parlé tout à l'heure, et donc sous des angles assez divers. Des travaux ont été consacrés à la sexualité des hommes et des femmes en détention, même si les femmes sont, vous le savez, un peu moins de 4% en France aujourd'hui. C'est quand même une population qui est complètement différente du point de vue de la gestion de la sexualité conjugale ou non. Donc des travaux qui ont été consacrés aux violences en prison et aux différents dispositifs permettant aux détenus d'avoir une sexualité, comme les parloirs familiaux, qui ne sont pas très nombreux à ce jour, et les UVF qui se développent. Alors, les travaux qui s'intéressent aux femmes de détenus sont le plus souvent des recherches en sociologie de la famille, qui disent très bien le rôle de care, donc d'attention, de soins, d'entretien qu'a la compagne de détenu à l'égard de son compagnon, mais qui présentent pour la plupart deux particularités. D'une part, ces travaux s'intéressent très peu ou de manière incidente à la sexualité des compagnes. Alors, pour la première raison, que ce n'est pas leur objet. Ils se focalisent sur la question familiale, les difficultés économiques, les réseaux d'entraide, et c'est très important, mais pas sur la sexualité en tant que telle. D'autre part, dès qu'on parle de sexualité des compagnes de détenus, elle est toujours regardée à l'aune de son compagnon qui est en détention. Et ça, c'est important à préciser. D'ailleurs, tout à l'heure, le témoignage de Lydia, et on a très longuement échangé, Lydia et moi, avant cette rencontre, cette conférence, était tout à fait significatif. Elle parle de n'être plus que femme de détenue, de n'avoir plus que pour statut le statut de femme de détenue. C'est un statut qui est complètement intériorisé pour la plupart des femmes de détenus. Moi, je me suis intéressée au fait qu'elles sont également femmes désirantes et femmes ayant une sexualité également pour elles-mêmes. Donc, c'est le fait que cette sexualité des compagnes de détenus soit la plupart y compris par les compagnes elles-mêmes comme au prisme de leurs compagnons. Alors après, on pourra dire de leurs besoins, de leurs désirs, bon, on reviendra là-dessus, qui m'a laissé penser qu'il fallait m'intéresser au sujet. Ça ressort de très nombreux entretiens que j'ai fait avec des compagnes de détenus. Il y a un certain nombre d'éléments qui, chez elles, de prime abord, font qu'elles relèguent leur sexualité au second plan, voire bien après, en fait. Alors, pour certaines, ça revient également souvent, elles se croient à la culpabilité d'être libres et par opposition au détenu qui est incarcéré, et elles ont intériorisé l'idée que pour le détenu, tout est forcément plus dur parce qu'il est incarcéré. Donc, elles s'autocensurent dans l'expression de leurs envies, de leurs désirs, de leurs besoins, parce qu'elles ne se donnent pas le droit de les exprimer alors que leur compagnon est, pense-t-elle, plus contraint qu'elle. Pour le coup, il y a un concept d'expérience carcérale élargie qui a été théorisé par Caroline de la Famille et qui tend à dire que l'expérience carcérale concerne évidemment le détenu, mais pas uniquement. Elle concerne tout son entourage. Et la compagne de détenu, peut-être à plus forte raison, dans la mesure où, on a parlé tout à l'heure des parloirs familiaux, des UVF, eh bien, dans ces moments-là, elle est incarcérée, au même titre que le détenu. Et le droit qui s'applique, une fois encore indirectement à elle, c'est un droit auquel elle ne devrait pas théoriquement être soumise, puisque elle n'est pas condamnée. Pourtant, étant donné qu'elle est dans l'enceinte de la prison, indirectement, très directement, elle respecte les règles, et indirectement, une infraction à ces règles peut être reprochée à son compagnon. Donc, à cela, à toute cette autocensure de la compagne de détenu, s'ajoute la pression normative de la société. Et là encore, Lydia l'a évoqué tout à l'heure. On parle quand même de sexualité et de femmes. C'est pas évident. C'est pas évident. Dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de gens, femmes et hommes confondus d'ailleurs, la sexualité n'est pas un besoin chez la femme, alors que c'en est un chez l'homme. Et déjà, parler de besoin, c'est une vision essentialiste des genres
qui va parfois jusqu'à la réification, c'est-à-dire l'instrumentalisation, la chosification de la femme. À savoir, certains, et les compagnes de détenus elles-mêmes pour certaines, pensent que le sexe est une concession qu'elles font à l'homme incarcéré. De nombreuses femmes me disent, dans les premiers entretiens, le faire pour eux, mais dans des conditions qui ne leur conviennent pas à elles. Et elles me disent, tu comprends, quand même, il est en prison, il faut bien que je fasse quelque chose pour lui. Mais leur désir à elles, leur éventuel besoin, même si je tempère vraiment la question du besoin, qui est très essentialisante pour les mains, est complètement passé sous silence. C'est quelque chose qui pourrait être questionné. Ce n'est pas le cas. Alors, s'agissant de la pression sociale, et Lydia l'a également évoqué, il y a la pression des autres compagnes de détenus qui s'exercent souvent, pas systématiquement, mais souvent. Ça revient quand même dans de nombreux entretiens. Et c'est ce que j'ai également pu observer pour ma part aux abords des parloirs. Les femmes habillées en jupe, comme l'évoquait Lydia, sont parfois stigmatisées par les femmes en pantalon ou en legging avec une jupe par-dessus. Bref, parce que ces femmes-là, donc habillées en jupe, sont soupçonnées de porter une tenue propice aux relations sexuelles en parloir. Et dans les faits, les femmes qui me disent avoir des relations sexuelles au parloir me disent aussi adapter leur tenue pour que ce type de relation soit rendu possible. Mais ce regard, en fait, de la part des pairs, de la part des autres compagnes de détenus, est un regard qui induit un biais dans la considération que les compagnes de détenus ont d'elles-mêmes et qui peut les censurer. Alors, je n'évoque que ces aspects, mais il y en a bien d'autres. Mais ce que je souhaite expliquer par là, c'est là de l'intérêt de travailler sur la sexualité des femmes de détenus, c'est qu'il est important de les replacer au centre de leur propre vie sexuelle, en tant qu'actrices à part entière, et pas uniquement au prisme de leurs compagnons détenus. Alors, ça ne va pas de soi, parce que cette question se heurte aux résistances des femmes elles-mêmes, qui ont intériorisé un rôle que leur confère à certains égards la société. On parle quand même de sexualité, c'est un sujet très politique, que le conjoint soit détenu ou non, d'ailleurs. Donc, ce rôle qui leur a été conféré, un rôle de care, d'assistance, de soins, qui est encouragé directement ou non par l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, la réinsertion fait partie des missions de la prison et le maintien des liens familiaux est pensé dans un but de réinsertion. Alors effectivement, comme l'a dit Arnaud Gaillard tout à l'heure, on ne parle pas de sexe, on parle de maintien des liens familiaux. Maintenant, penser une conjugalité sans sexe, c'est quand même amputer, c'est quand même castrer la conjugalité d'un des aspects qui en est, pour la plupart des gens, partie prenante. Donc voilà ce qui m'intéresse dans la sexualité des compagnes de détenus, non pas oublier le compagnon, mais changer de focale et m'intéresser à la compagne en tant qu'actrice, désirante, en demande, éventuellement en manque et en train de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies d'adaptation, de négociation pour vivre, ou pas d'ailleurs, on va le voir, c'est intéressant, une sexualité. Ce que j'observe en menant ce travail, c'est qu'évidemment, il résiste un petit peu à l'analyse. Dans les premiers entretiens, qu'il s'agisse des compagnes de détenus, des membres de l'administration pénitentiaire ou même des détenus eux-mêmes, j'ai affaire à un discours très stéréotypé. C'est quand on creuse un peu qu'on observe que chacun des acteurs met en œuvre des stratégies d'adaptation très personnelles au contexte et qu'il faut se garder des lieux communs et évidemment rester dans la nuance. Je ne vous apprends pas que la prison, à certains égards, est une institution propice à l'aléa. Ça ne se passe pas de la même manière dans tous les établissements. Déjà parce que ça ne se passe pas de la même manière en maison d'arrêt, en centre de détention, en centrale, mais aussi d'une maison d'arrêt à l'autre, d'une centrale à l'autre. Eh bien, les règles peuvent changer, l'architecture peut changer, les dispositifs à disposition également peuvent évoluer. Des compagnes m'ont raconté les négociations qu'elles avaient en amont avec des surveillants, et plus souvent d'ailleurs avec des surveillantes, pour ménager un espace d'intimité lors des parloirs, afin qu'un rapprochement physique ait lieu. Alors qu'objectivement,
c'est interdit, non pas le sexe en prison. Il n'y a aucun texte n'interdit strictement le sexe en prison. Mais, et d'ailleurs, ce n'est pas le qui est interdit, c'est imposer à la vue des surveillants un acte qui pourrait être de l'exhibition. Donc, une femme montrerait ses seins, ce serait objectivement, ce serait pareil. Des surveillants eux-mêmes, pour des raisons variées, m'ont dit « fermez les yeux ». De même que les directeurs d'établissements pénitentiaires n'ont pas un discours univoque. Alors, sans contredire la loi, et la totalité d'entre eux m'a dit sanctionner quand un incident de type rapport sexuel au parloir leur remontait. Ils ne sanctionnent pas de la même manière hein, les uns et les autres, là aussi c'est aléatoire. Ils ont un discours, pour certains, plus sur la conception du maintien des liens familiaux. Prendre de leur part, maintien d'une vie sexuelle n'est pas hors de propos. Mais c'est vrai qu'ils le voient à l'aune de la réinsertion du détenu. La compagne du détenu, bon, elle n'est pas sous main de justice, hein, donc ce n'est pas du ressort de l'administration pénitentiaire. Et pourtant, elle est là, et puis elle est dans un contexte d'incarcération quand elle est en UVF notamment. Mais ce que je retiens, moi, c'est que dans bien des cas, les femmes sont finalement à la manœuvre pour avoir accès à une vie sexuelle avec leur conjoint. Alors après, subsiste la question de savoir si c'est pour faire plaisir à leur compagnon ou par désir personnel, et là, il faut rester prudent. Mais le fait est que je les ai souvent entendus m'expliquer la manière dont elles socialisaient avec le personnel de surveillance pour s'en attirer la compréhension, la manière dont elles géraient la conformation des locaux, arriver à telle heure pour avoir telle place au parloir et n'être pas sous la vue des surveillants entre telle heure et telle heure. Elles sont aussi à la manœuvre pour gérer leur cycle, hein, pour gérer leurs règles, éventuellement programmer un bébé parloir quand une incarcération est longue et qu'il y a un projet de parentalité. À certains égards, elles subissent la situation de leur conjoint, mais à d'autres égards, elles s'en emparent, elles en font quelque chose. Alors un mot sur les dispositifs mis en place pour que le couple puisse vivre une sexualité donc conjugale. Hein. On ne va pas revenir sur le fait qu'ils sont peu nombreux et peu fréquents et réservés à ce que l'administration pénitentiaire appelle une relation stable, ce qui oblige la femme à faire l'objet d'un examen assez normatif de sa relation avec le détenu. La plupart des femmes me disent que ces dispositifs, eh bien, ça ne leur convient pas. Que rentrer dans un parloir familial, voir le canapé convertible déplié, se dire qu'on a 3 heures pour nécessairement passer à la casserole, pour reprendre l'expression d'une de mes informatrices, ça ne peut pas convenir à la conception qu'elles se font d'une sexualité épanouie. Et ce type de remarques, ça laisse à penser que ces femmes ne sont pas passives s'agissant de leur sexualité et ne la pensent pas qu'en fonction des besoins réels ou supposés de leur conjoint détenu. Elles disent ce qui leur convient ou non et elles disent pourquoi. Elles ont une conception de ce que doit être leur satisfaction sexuelle. Et ça vient contredire évidemment la vision caricaturale, mais que l'on entend encore, que l'homme aurait des besoins sexuels, ce qui est déjà contestable, hein, qu'il s'agisse ou non d'un détenu, et de la femme qui se passerait volontiers de sexe et aurait davantage besoin de tendresse et d'affection. À cet égard, certaines femmes, après plusieurs entretiens, dès lors qu'un rapport de confiance s'est installé entre nous, me parlent de compensation qu'elles peuvent trouver auprès d'amants de passage épisodiques qui ne remettent absolument pas en cause la relation qu'elles ont avec leurs compagnons détenus. Certaines me disent avoir toujours eu une conception de la sexualité assez libre, mais d'autres pas du tout, et mettent en relation ces histoires périphériques avec l'incarcération de leurs compagnons qu'elles n'envisagent pas pour autant de quitter et avec qui elles reprendront, c'est ce qu'elles disent, une relation exclusive à la sortie. D'autres me parlent de l'usage de sextoys, parfois offerts par leurs compagnons. Bref, dès lors qu'on sort des discours convenus, qui sont les premiers auxquels on est confronté, on observe que les femmes de détenus ont une conception de leur sexualité et qu'elles peuvent en être actrices, voire promotrices, en dépit du contexte de détention du compagnon. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'être actrice veut dire aussi bien vivre une sexualité que l'éviter. Des informatrices m'ont dit à cet égard que l'incarcération de leurs compagnons leur offrirait un temps de repos par rapport à une vie sexuelle conjugale qu'elles trouvaient contrainte, qui n'était pas satisfaisante au sein de leur couple et qu'elles subissaient. Donc, au titre des lieux communs que cette recherche met au jour, et pas uniquement cette recherche d'ailleurs, évidemment, un dernier peut-être, la plupart des témoignages de compagnes décrivent la sortie comme un moment difficile d'un point de vue sexuel. Alors qu'on pourrait penser qu'enfin on se retrouve et qu'après la période d'incarcération, on revient à une sexualité pré-carcérale, c'est-à-dire celle qui existait
avant l'incarcération du conjoint. Eh bien, pour la plupart des informatrices, ce n'est pas le cas. Ça vient contredire l'idée qu'on pourrait se faire d'opposer une période de détention insupportable, qui est une guillotine du sexe, et une liberté qui est nécessairement heureuse et épanouie. Ça vient aussi poser la question des conséquences sur le long terme de l'incarcération sur la sexualité, comme l'évoquait Arnaud Gaillard tout à l'heure, sur la pénétration vaginale ou anale, sur la sexualité du détenu, mais aussi sur la sexualité qu'il va pouvoir vivre avec sa compagne et la manière dont la compagne va persister à s'adapter après à la sortie, alors que peut-être elle pensait que la parenthèse carcérale se refermerait et que la sexualité reviendrait à une forme initiale, enfin précarcérale en tout cas. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé et c'est certainement d'ailleurs ce type d'expérience, les expériences de sortie qui pourront être développées par le biais de questions ou d'autres pistes de témoignages. Je vous remercie. Merci beaucoup Audrey pour ton intervention. Du coup, je vais remettre l'écran en partage de questions. Lydia, si tu veux commencer pour regarder les questions qui te sont posées. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, ça devrait s'afficher normalement. Oui, alors, je zoome. Il y a eu énormément de gens qui t'ont remercié pour ton témoignage, donc on a tout condensé en une seule petite ligne. C'est gentil, je vous remercie tous. Alors, je vois mal. Merci beaucoup pour le témoignage. Qu'en est l'actualité pour les conjointes de détenus qui sont... Attendez, hop, je lis. Je suis désolée, je vois mal, alors vous devez avoir un zoom sur ma tête, je pense. Quelle autre solution en tant que compagne de détenu souhaiteriez-vous se mettre en place? Avez-vous des idées? Alors, du coup, je vais un peu répondre aux deux questions en une. Donc, oui, forcément, nous, les compagnes de détenus, on est privés également. Donc, les solutions qui, à mon sens, pourraient être mises en place, déjà, c'est démocratiser les UVF, qu'on en ait partout, peu importe, petite peine, grande peine, de la maison d'arrêt à la maison, enfin, à une maison centrale. Pour moi, il devrait y en avoir dans tous les établissements pénitentiaires. Ça ne devrait pas être non plus, pour moi, à mon sens, le parcours du combattant, avec des guillemets quand même, pour pouvoir y avoir accès. Ensuite, ce qui serait aussi... ce qui devrait être permis à mon sens, c'est de rendre les parloirs de toute façon plus fonctionnels, entre guillemets, dans le sens qu'ils soient aménagés de telle sorte à ce qu'on ait vraiment, même sans parler de sexualité, mais aménagés de telle sorte qu'on se retrouve dans un cocon avec la personne qu'on aime, que le lieu soit agréable. Donc déjà, rien que de pouvoir se retrouver dans un lieu vraiment cloisonné, fermé, où on n'entendrait pas les bruits des autres personnes autour, déjà ça serait pas mal. Et puis d'arrêter avec cette hypocrisie de se dire si vous le faites, entre guillemets, faites-le derrière notre dos, laissez les parloirs se faire, à mon sens en tout cas, et sans besoin qu'il y ait de toute façon de passage constant des surveillants, à moins que ce soit bien sûr pour vérifier la sécurité, que tout se passe bien, etc. Donc, arrête-toi avec cette hypocrisie. Certains surveillants l'ont très bien compris et clairement, ils ne vous calculent pas, ils ne viennent pas vous voir. D'autres, vont passer toutes les 2 minutes. Donc c'est embêtant. J'essaye de lire. Ah oui, donc il y a eu pas mal de retours, j'ai vu, par rapport à ce que j'avais appelé un petit peu la protection faite aux femmes, face à cette ultra-protection, où on m'expliquait que peut-être que c'était finalement positif. Moi, je le vois surtout comme un regard sur les femmes, un petit peu
pauvres petites femmes qui pourraient être facilement agressées par des hommes méchants et violents, dans le sens où quand on est dehors, que je vais acheter ma baguette, j'ai pas 3 personnes qui sont autour de moi et qui viennent m'empêcher d'être vue par des hommes. Alors certes, on est dans un milieu fermé, donc la comparaison, elle a pas de sens, mais moi, elle a du sens dans le sens où il y a beaucoup trop de différence entre le regard qui est posé sur les femmes et sur les hommes. Je donne l'exemple type que des femmes peuvent être surveillantes dans les quartiers hommes, mais qu'un homme n'est pas surveillant dans un quartier femme. C'est-à-dire que nous, au quartier femmes, nous n'avons que des surveillantes femmes. Les seuls surveillants hommes, ce sont les gradés, les lieutenants, donc des postes à responsabilité. Mais aucun homme, alors que vous allez au quartier homme, il y a des femmes qui y travaillent. Moi, c'est plutôt, en fait, si vous voulez, qu'on soit protégé à la rigueur, pourquoi pas? Parce que oui, voilà, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais dans ce cas, que ce soit que le constat est posé, que c'est aussi pareil pour les hommes, par exemple, parce qu'il y a bien des hommes, par exemple, qui se font agresser et qu'on laisse pourtant vivre leur détention de façon totalement seule et sans protection. Donc voilà, donc moi je le voyais plutôt comme quelque chose honnêtement de chiant. Je vais être honnête, de chiant, parce que voilà, c'est pas parce qu'on voit un homme on va lui sauter dessus, et c'est pas parce qu'un homme nous voit qu'il va tout de suite nous sauter dessus, quoi. Enfin non, surtout qu'une maison d'arrêt, c'est censé être des courtes peines, donc des gens qui dans très peu de temps vont revenir à la vie civile, leur donner à eux aussi ce rôle-là un petit peu de potentiel agresseur, c'est bon pour personne à mon sens. Alors, il me semble que j'ai répondu à toutes. Là, je pense que j'ai répondu aux 4 qui sont notés. Ok, j'affiche les questions pour Audrey. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont rajoutées entre-temps, Lydia, donc on pourra y revenir un peu tout à l'heure si tu veux. Mais là, pour l'instant, j'affiche celle pour Audrey. J'espère que vous les voyez. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce que tout cela, sur investissement de la virilité, contrainte, privation, a un impact sur la sexualité de la personne lorsqu'elle est sortie de prison? Quels sont les changements dans ce cas? Alors, Arnaud Gaillard l'a évoqué tout à l'heure. Je pense au témoignage qu'il a relaté, très significatif, de l'ancien détenu qui ne pouvait plus avoir de pénétration vaginale avec une femme et qui ne pouvait avoir que des pénétrations anales, alors, pour des raisons qui lui appartiennent, mais en tout cas, le fait que la conséquence, elle s'observe. Alors, oui, évidemment, ce qu'on constate, et c'est pour ça que je parlais de sexualité pré-carcérale, c'est qu'il y a une différence entre la sexualité pré-carcérale et la sexualité post-carcérale. Dans la plupart des cas, c'est pas la même. La prison n'est pas un temps suspendu, une parenthèse pendant laquelle on suspend l'expérience physique que l'on fait de sa propre vie, de son propre corps, et qui va donc se refermer dès lors que le détenu sera libéré. Alors, quels sont les changements? Ils sont extrêmement variables en fonction des personnes. Ça relève d'ailleurs plus de la psychologie que de la sociologie. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas de façon assez peu hésitante, c'est que dans la plupart des cas, il y a des changements. Certaines compagnes de détenus me disaient qu'elle était étonnée de voir que son détenu se réveillait toutes les nuits avec stupeur, ou alors dès que le chat grattait à la porte. Alors, je ne vous parle pas de relations sexuelles au sens strict, mais dormir dans le même lit que son conjoint. Aujourd'hui, en tout cas, c'est important. C'est une pratique conjugale tout à fait commune. Eh bien, ne serait-ce que cette intimité-là, elle est bouleversée parce que les repères spatiaux, les repères auditifs, visuels du détenu sont complètement modifiés par la période de détention. Alors, bien sûr, plus elle est longue, plus on l'observe à la sortie, mais certaines expériences très courtes ont également des conséquences en fonction de la manière qu'a le détenu de les recevoir, de les percevoir. Alors, y a-t-il une plus grande tolérance pour les relations sexuelles au parloir dans les prisons pour hommes que dans les prisons pour femmes? Alors là, je vous renverrai à la thèse de doctorat publiée aux presses de Sciences Po, si je ne me trompe, de Myriam Joël, qui a travaillé sur les prisons de femmes, qui est très éclairante à ce sujet. Le fait est qu'il y a très peu de femmes incarcérées et que, je crois que Lydia l'a évoqué dans son témoignage, les femmes incarcérées sont souvent très seules. Ont assez peu de familles, mais plus encore assez peu de conjoints qui
qui viennent les voir. Et la question des relations au parloir, finalement, elle se pose de manière infinitésimale. Alors, est-ce qu'il y a plus de tolérance? Je ne saurais pas vous l'affirmer. Je ne saurais pas vous l'affirmer si le compagnon, enfin si la femme est hétérosexuelle et qu'elle a un compagnon homme. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le risque, quand on a une femme incarcérée qui aurait des relations sexuelles avec un homme, c'est le risque de grossesse en cours de détention. Et ça, c'est un risque que l'administration pénitentiaire ne veut pas tellement courir pour les raisons dont on se doute, des raisons principalement logistiques. Y a-t-il réellement un grand nombre de bébés parloirs? Je ne crois pas qu'il y ait de statistiques à ce sujet. D'ailleurs, c'est assez empirique, comme vous l'a dit tout à l'heure Lydia, quand vous voyez une femme arriver avec un nourrisson, enfin un jeune enfant au parloir et qu'on sait que son compagnon n'a pas eu de permission, on se doute bien qu'il a été fait à un moment ou à un autre, alors soit en UVF, soit en parloir. Le fait est que c'est fréquent, c'est tout à fait fréquent et c'est pas rare, quoi. Comment ça se passe lorsqu'un bébé naît et que l'un des deux parents est incarcéré? Y a-t-il des permissions pour assister à l'accouchement ou autre? Alors, quand je m'intéresse surtout aux hommes incarcérés et aux femmes libres, donc je peux vous parler avec plus d'assurance de cette configuration-là. Oui, il y a tout à fait une possibilité de permission pour ce type d'événement qui sera une raison familiale, mais ce n'est pas une permission ni systématique ni automatique. Elle répond aux mêmes conditions de permission que toutes les autres permissions, c'est-à-dire pas d'incident déclaré, etc. C'est du ressort de l'administration pénitentiaire que d'autoriser ou non un détenu à sortir, fût-ce pour cette raison impérieuse et très heureuse, qui est le fait de devenir parent. On peut tout à fait aussi lui refuser cette permission. Est-ce qu'on a des cas de violence sexuelle provenant des surveillants à l'égard des détenus? Alors, c'est pas mon sujet. Je me suis brièvement intéressée lors de travaux précédents au cas des personnes trans incarcérées. Effectivement, il y a eu des condamnations de surveillants à l'égard de ces personnes en situation trans. Bon, ça doit probablement exister. Je ne peux pas vous apporter d'éléments suffisamment sérieux pour vous répondre. Y a-t-il dans les pays qui autorisent à minima l'assistance sexuelle, au mieux la prostitution, des services spécialisés envers les établissements pénitentiaires? Alors, ça, je ne le sais pas. Et sincèrement, j'en doute. Mais ce que je peux vous dire, juste une toute petite parenthèse qui m'est venue quand j'ai entendu Arnaud Gaillard tout à l'heure parler du fait, et je le rejoins évidemment complètement à ce sujet, que la mention de la sexualité ne figure absolument dans aucun texte s'agissant du maintien des liens familiaux. On parle tout le temps de préservation de la famille, etc. Au début des UVF, il y avait deux branches du militantisme pro-UVF. Il y avait une branche militante qui parlait ouvertement du droit à la sexualité. D'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de santé sexuelle. Donc voilà. Et une autre branche qui était plutôt familialiste, qui disait maintien de vie familiale, etc. On a gardé le côté familialiste, maintien de la vie familiale. Dans d'autres pays, comme en Espagne par exemple, on parle ouvertement de parloir sexuel. Donc là, c'est une sexualité qui dit son nom. C'est un dispositif qui dit son nom, c'est un parloir qui est fait pour avoir des relations sexuelles. Rien ne vous y oblige, mais en tout cas, ça existe. Eh bien, ce n'est pas forcément une solution qui est plébiscitée. D'ailleurs, le pendant du parloir sexuel, qui vraiment ne s'appelle pas comme ça en France, elle n'est même pas pensée comme ça, enfin, pas exactement, c'est toujours très incident, c'est le parloir familial auquel vous avez accès entre 6 et 9 heures. Et je vous ai dit tout à l'heure la compagne de détenu qui était rentrée dans ce parloir familial, ou salon familial, on peut l'appeler aussi comme ça, et avait vu le canapé clic-clac déplié et m'avait dit « moi, ça ne me va pas du tout, je me sens obligée de passer à la casserole ». Des témoignages comme ça, j'en ai un certain nombre. Celles qui me disent une UVF de 48 heures, si vous avez vos règles à ce moment-là, c'est terrible, vous n'êtes pas disponible sexuellement. Donc, il y a quand même cette espèce d'obligation dans ce dispositif. Puisque c'est le seul moment qu'on a, il faut absolument, on est contrainte d'eux, qui disent qu'on vient à un certain nombre de femmes. C'est là que je pourrais penser, alors que initialement, je trouvais, j'avais l'a priori positif sur l'appellation parloir sexuel, je me disais au moins c'est un dispositif qui ne cache pas son objectif. Eh bien, aujourd'hui, je suis un peu plus réservée dans l'analyse parce que je me dis que quand l'objectif est trop affiché,
ça vole cette part d'intimité aussi à la conjugalité. Alors, j'ai vu passer dans le QR une réponse d'Arnaud Gaillard qui est bien plus intelligente que la mienne sur l'assistance sexuelle et les prostituées. Peut-être qui veut compléter? Non, oui, c'est juste que effectivement, il n'y a pas, à ma connaissance, vous avez raison, il n'y a pas d'organisation de services sexuels. Peut-être, je crois qu'ils ont tenté des choses comme ça en Europe du Nord, mais dans les pays dans lesquels le dispositif, c'est plutôt le parloir sexuel, c'est-à-dire le lieu destiné à la relation sexuelle, que n'aiment pas les femmes, les conjointes, c'est possible, mais les conjoints hommes refusaient que ce soit installé en France aussi. Hein. Ils avaient peur de cette espèce d'injonction de « tu vas baiser maintenant ». Et ici, c'était quelque chose qu'il refusait. Et le fait est que moi, j'avais fait une petite partie de mon terrain aux Philippines, un peu en Afrique et surtout en Argentine. En Argentine, il y a les parloirs sexuels. Et oui, en pratique, les personnes détenues hommes pouvaient recevoir, on ne leur demandait pas de bien conjugalité, ils pouvaient recevoir une prostituée, en fait. De fait. Mais ce n'est pas prévu par la loi, mais de fait, ça marchait. Mais cela dit, Arnaud, effectivement, en France, c'est pas rare, enfin, c'est pas non plus si fréquent que ça, mais comment dire, la notion de relation suivie, elle est pas gravée dans le marbre. Hein. Si une femme vient voir quelques fois, 2, 3, 4 fois un détenu au parloir, il peut prétendre à une UVF avec elle et ça peut relever d'une relation tarifée. Donc, évidemment, en France, on ne vous parle même pas de sexualité conjugale, donc on ne va pas vous parler d'ouverture ou de droit à la prostitution. Mais certains directeurs d'établissements pénitentiaires ou surveillants m'ont déjà rapporté qu'ils voyaient telle femme venir visiter plusieurs détenus. Bon, objectivement, il y a des prostituées qui rentrent en prison, il y a des relations tarifées en prison. C'est absolument pas prévu par le dispositif, et pour les raisons que vous vous doutez. Hein. Mais voilà. Alors, ce que j'avais observé, moi, en revanche, c'était, j'ai pensé à ça pendant votre intervention, c'était que les femmes, les conjointes de détenus étaient beaucoup plus fréquemment fidèles, c'est-à-dire maintenaient la relation conjugale dans les longues peines, alors que les hommes à l'extérieur, quand leur conjointe est à l'intérieur, les femmes détenues en longue peine ont toutes été larguées. Voilà. Tout mon terrain, ça a été systématique. Elles étaient toutes larguées. Ouais. Je vous rejoins complètement, Arnaud. Les travaux que j'ai fait, mais je parlais de la thèse de Myriam Joël, elle est très éloquente à ce sujet. Elle travaille sur la sexualité des femmes incarcérées. Objectivement, elle dit à peu de choses près ça. Et les travaux de Caroline Toureau disent le contraire. Autrement dit, il y a une espèce de... déjà, il y a un contraste très net entre effectivement les femmes incarcérées qui se font larguer par leurs compagnons et les hommes qui sont accompagnés, pas uniquement sexuellement, là effectivement on déborde, mais c'est un tout, qui sont accompagnés par leurs compagnes, même dans le cas de longue peine, dans un rôle complètement sacrificiel. C'est pour ça que j'évoquais le CARE tout à l'heure. Elles deviennent leur seule famille, leur mère de substitution quand mère il n'y a plus, elles lavent leur linge, elles se privent pour payer le téléphone, pour acheter la dernière paire de baskets, à la mode. Enfin, les témoignages sont quand même éloquents. À ce que j'ai observé, à ce que j'ai pu lire, quand une relation ne s'interrompt pas après le premier mois d'incarcération de l'homme, elle a statistiquement de très très fortes chances de perdurer jusqu'à la fin de la peine. C'est soit le choc carcéral pour tout le monde, aussi lié au passé précarcéral de la relation, ce n'était pas nécessairement une relation sérieuse ou c'était une relation naissante, mais si elle passe ce cap-là, elle perdure. Voire, elle n'aurait peut-être pas perduré s'il n'y avait pas eu cette période d'incarcération. Tout à coup, la femme se sent investie d'un rôle, et on parlait tout à l'heure du statut de compagne de détenu, elle se sent investie d'un rôle, d'un statut, elle est à l'extérieur, elle se sent coupable et du coup, elle reste. Merci beaucoup pour vos échanges. Pardon, je rebondissais sur ça. J'ai entendu beaucoup d'hommes, moi, qui en entraient en longue peine, parce qu'ils savaient que ça allait être des longues peines. Ils ne voulaient pas soit faire subir ça à leurs femmes, parfois c'est ce qu'ils disaient, aussi, ils ne voulaient pas être dans cette position d'infériorité et de se ronger les sangs pendant toute la durée de leur détention sur la fidélité de leur femme à l'extérieur. Et donc, beaucoup d'hommes, en rentrant en détention de longue peine, préféraient couper leur relation, finir leur relation. Et en revanche, un peu avant de sortir, ils anticipaient leur sortie en recrutant une femme.
Je l'ai entendu également. Arnaud, oui, je l'ai entendu également assez régulièrement quand je me suis entretenue avec des détenus sortis de longue peine qui m'ont parlé de leur biographie conjugale. Ouais. Ok, merci beaucoup. Du coup, il est 57. Arnaud, il y avait une dernière petite question sur comment les détenus ont réagi à votre objet d'étude au vu du tabou autour de la sexualité. Si tu peux y répondre en 1 minute max. Oui, très bien. La conf dans les temps. Ils ont répondu extrêmement bien. J'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, ils ont fait part d'une générosité exceptionnelle et d'une confiance exceptionnelle. Ils ont répondu très bien. Les 2 seules personnes qui n'ont pas voulu répondre, c'était des gens qui faisaient partie de la communauté du voyage. Et ils m'ont expliqué d'ailleurs, ils m'ont dit, nous, on est gitans et dans notre culture, même entre nous, même entre frères, même entre amis, même en famille, on ne parle pas de la sexualité. On ne pose pas les mots sur le sexe. Toutes les autres personnes qui ont donc accepté, ils ont été recrutés par le directeur ou par petite annonce que je faisais dans les prisons. Toutes les autres personnes, dès l'instant où ces personnes ont accepté et connaissaient la thématique de mon entretien, dès l'instant où ils ont accepté la thématique, devant moi, ils ont parlé, mais quand je dis parler, ils ont absolument tout dévoilé, y compris de leur pratique avant l'incarcération, parce que moi j'avais besoin de faire un peu la compréhension de à quel point ça fonctionne comme une rupture ou non. Donc leur découverte de leur sexualité à l'adolescence jusqu'à leurs pratiques les moins avouables en j'ai eu droit absolument à tout avec beaucoup de générosité, je dirais, de confiance et de générosité. Ouais. Alors je ne peux pas parler pour tous ceux qui n'ont pas répondu favorablement à la petite annonce ou qui n'ont pas été proposés par les directeurs ou directrices d'établissements pénitentiaires. Je ne peux parler, ça c'est le propre des sciences humaines, on ne parle que sur le terrain qu'on a observé et alors on extrait de ça, par la répétition de ce que l'on rencontre sur le terrain, on conceptualise et on extrait du savoir. Mais c'est vrai que reste silencieux pour moi tous ceux que je n'ai pas écoutés, ça va de soi. Mais j'ai fait un terrain un peu en Afrique. Aux Philippines, je n'ai pas chopé grand-chose. J'ai fait un peu en Afrique pour ce travail-là. J'ai fait en Argentine, donc dans une seule prison, mais j'ai fait en Argentine. Et un tout petit peu après, j'avais déjà publié ce travail, enfin fait mon doctorat d'ailleurs. Mais j'ai pas mal travaillé, moi, aux États-Unis sur la peine de mort. Et donc, je suis rentré dans les couleurs de la mort. Je posais également des questions. Donc, c'est un questionnement que j'ai continué à nourrir et pour lesquels j'ai à nouveau eu des réponses, y compris aux États-Unis. Ok, merci beaucoup Arnaud. Il y a encore quelques questions très techniques sur questions-réponses auxquelles l'équipe technique est en train de répondre, mais du coup, je ne vais pas couper la conférence tout de suite, mais si vous voulez vous déconnecter, voilà, je pense qu'on peut dire que c'est officiellement la fin de la conférence. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à la suivre jusqu'au bout. On était quasiment 500, c'est incroyable. Pour les gens qui sont inscrits par mail, du coup, on va vous renvoyer un petit mail avec le lien de la conférence, mais sinon, elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Et voilà, et du coup, j'en profite pour dire que le 11 décembre, on fait une 2e conférence en ligne sur les gilets jaunes incarcérés avec Amnesty International et Raphaël Kampf et un sociologue spécialiste sur cette question-là qui va parler de la répression judiciaire sur les gilets jaunes. Voilà, et toutes les infos sur le site internet de l'OIP. Et merci encore d'avoir été présent et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore à nos 4 intervenants, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Vos interventions étaient hyper complémentaires et c'était vraiment formidable de vous avoir ce soir. Merci encore.